Bienvenue dans Fantastique, un entretien intime avec un artiste, une personnalité unique, un parcours atypique, une histoire fantastique. Et aujourd'hui, en face de moi, un amoureux de Paris, un accro du micro, un fou de bonne bouffe et une personnalité influente sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Salut Alexis. Salut Adrien. Alors, je suis très heureux et fier de t'avoir en face de moi, parce que si on m'avait dit un jour que j'allais t'interviewer parce que t'es devenu influenceur food, je pense que j'aurais rigolé. On se connaît depuis très longtemps, donc moi je sais d'où tu viens, c'est pour ça que je suis fier aussi de t'avoir. Arrête, je vais pleurer dès le début de cette en face de moi. T'es sensible? T'es sensible? Non mais je trouve que effectivement t'as raison, le destin c'est drôle de se retrouver aussi longtemps face à face ensemble. Voilà, alors qu'on a des histoires. On va en reparler, mais ouais, je trouve ça beau. Je suis très très content. Alors, la toute première question que je pose à tout le monde, si on devait écrire la première ligne du CV d'Alexis, on mettrait quoi? Putain. Toi, je sais qu'il est costaud. C'est dur. La première ligne du CV, c'est-à-dire que quoi, le premier truc que j'ai fait dans ma vie ou l'état actuel de ma vie? Ouais, peut-être le CV actuel, je dirais. Pour séduire. Pour séduire, pas facile. Je pense que je vais reprendre la phrase que j'ai sur mon Insta, c'est-à-dire je vais te donner faim. Alors je sais, ça peut avoir un sous-entendu un peu sexuel. C'est très titre tout ça, mais bon. Non mais voilà, oui, c'est une bonne accroche. Non mais parce que sinon je dis je fais des vidéos sur la gastronomie, sur les réseaux sociaux, mais ouais, j'aime bien, je vais te donner faim. Ouais, c'est pas mal. Tu tutoies donc. Je vais vous donner faim. Il y a toujours un sujet sur le est-ce qu'on tutoie ou on vous voit les gens, tu vois. Attends, en vrai, je ne sais même pas si je tutoie ou si je vous vois sur ma page Insta. Il va vérifier en direct sur son compte Instagram. Attends, c'est quoi? Je vais te donner faim. Je vais te donner faim. Donc je tutoie, mais je suis pas encore clair là-dessus. Je vous vois parfois dans mes vidéos, je fais le début en tutoiement, la fin en vouvoiement. Au moins, t'as parlé à tout le monde. Aucune logique. Alors, t'as lancé ton concept, le Paris d'Alexis, en 2018, évidemment, on va en reparler. Ouais. Mais avant tout ça, t'as quand même une vie pro, t'as fait plein de trucs. Moi, je t'ai connu parce que tu faisais de la radio. Mais avant, est-ce que, si on remonte un petit peu avant tout ça, est-ce que quand t'étais gamin, c'était vraiment la radio ta toute première passion, ou est-ce qu'il y avait d'autres trucs qui t'étaient passés par la tête avant de te mettre derrière un micro? Alors déjà, c'était pas la bouffe. Ce qui est drôle. Oui, bien sûr. Mes parents n'en reviennent pas que je sois dans ce secteur-là aujourd'hui. J'étais un gamin qui était hyper difficile avec la nourriture. Je mangeais rien. Enfin, vraiment, j'étais un vrai petit con. Ouais. Donc, mes parents hallucinent toujours de voir que maintenant, c'est ton taf. Je mange tout et que c'est mon taf. Ouais. Non, la radio, vraiment, je crois que à partir de mes 10 ans, à 10 ans, j'écoutais Europe 1 sous ma couette. Improbable. On dit souvent ce genre de truc en mode oui, on écoutait la radio quand on était gamin sur la couette, mais c'est vrai en fait. Après un peu Skyrock et tout ça, donc voilà, non, vraiment la radio, dès que j'étais tout petit, le premier souvenir de métier que je voulais faire, c'était la radio. J'ai pas, le truc de pompier ou policier ou machin, ou les animaux, rien à foutre. Je les aime bien, les animaux, mais non, rien à foutre de tout ça. Moi, je voulais faire la radio, je voulais parler dans un micro, je voulais être Diffoul, je voulais être Coé, je voulais être à l'antenne, quoi. Des gens qui sont encore à l'antenne aujourd'hui, c'est fou. Tu cites des mecs qui sont encore là déjà depuis des années, des dizaines d'années. C'est fou. Et qui sont encore là et qui en aspirent d'autres. Enfin, je dis ça parce que en même temps, je trouve qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont passionnés par la radio. Je sais pas si t'as vu ce truc-là, mais oui. Mais le fait est que malheureusement, c'est un média qui est en perte de vitesse quand même, donc c'est un peu logique. Merci Internet. Non, mais en fait, aujourd'hui, ceux qui étaient passionnés de radio il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est des passionnés de réseaux sociaux et ils veulent plus devenir animateurs radio, ils veulent devenir influenceurs. Ouais. Je pense. Bah oui, ouais. Ça s'est inversé, du coup, c'est marrant parce que moi, j'ai fait les deux métiers. Bah oui, mais c'est surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux qui existaient. Ouais. Donc, j'ai l'impression d'avoir 75 ans quand je dis ça. Non, tu n'as pas 75 ans, mais... il y avait des réseaux, mais c'était quoi? C'était Skyblog. Oui, MySpace. Voilà, oui, MySpace, évidemment. MySpace. Donc oui, on a grandi avec ça, nous. Donc effectivement, c'est... C'est fou. Alors, t'as fait une école de radio aussi, pour qui d'ailleurs je crois n'existe plus aujourd'hui. Ah bon ? Non, je crois que ça n'existe plus, le studio École de France. C'est un...
Toi aussi, tu l'as fait, hein? Oui, je l'ai fait, bien sûr. Ah, ouais. c'est ça, hein. Ouais. Ok, ouais, donc Studio École de France, une des seules écoles de radio en France, c'est vrai. qui était tout près de chez moi, et j'ai adoré faire cette école à l'époque. Bah, c'était incroyable parce que ça permettait de se mettre en réseau, de se connecter avec des animateurs, avec des. Enfin. Et puis t'avais des profs un peu prestigieux que t'écoutais, que tu regardais avec des grands yeux. Voilà, donc quand t'es passionné de radio, aller dans cette école-là, c'était vraiment. Je me rappelle d'ailleurs très bien, c'est que à partir de mes 16-17 ans, j'ai dit à mes parents, je veux faire de la radio. Je crois même vers mes 15 ans, le jour où j'ai découvert une radio associative qui s'appelait Fréquence 3. Sur laquelle j'ai été avec toi, sur laquelle on a bossé ensemble, bossé. On était bénévoles ensemble. Oui. Et donc, un soir, effectivement, je me rappelle, je vais dans les studios de cette radio qui était sous les toits de l'IUFM à Paris, un studio complètement pourri. Un studio pas pourri, non d'ailleurs, mais un studio associatif, amateur, mais vraiment pas du tout pro et tout ça. Et là, je tombe totalement amoureux de ce média. Je rentre à la maison, je dis à mes parents, c'est bon, je sais ce que je veux faire dans la vie. Je veux avoir mon bac, ensuite je veux faire cette école et ensuite je veux faire de la radio. Donc en fait, à partir de mes 14-15 ans, je savais déjà exactement où je voulais aller. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui, après le bac, savent pas encore trop. Ils font parfois des filières un peu par dépit plus que par envie. Moi, vraiment, à 14 ans, je savais vraiment où je voulais aller. J'ai tracé ma route et je me souviens même, et c'est ça qui est fou, c'est qu'à cette époque-là, un jour, le patron de cette radio Fréquence 3, qui s'appelle Alexandre, me dit « Viens, on va visiter les locaux de Voltage ». Une petite radio à Paris. Et donc il m'emmène et tout, on va voir un animateur qui s'appelle Double F. Bon, ça parlera sûrement aux passionnés de radio. Et là, qui est toujours sur Énergie d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, les animateurs le prennent sur Énergie. Et là, moi, je suis encore plus ébloui par ce que je vois. Et je me dis à ce moment-là, mon but, c'est donc d'avoir mon bac, de faire une école de radio et un jour de faire la matinale de Voltage. C'est mon rêve d'enfant. Mon rêve d'ado. De cette radio-là. Ouais, je sais pas pourquoi, je voulais pas Énergie, je voulais pas machin. Ouais, c'est dingue, hein. Parce que ça m'avait fasciné en fait cette visite chez Voltage et le destin. Et tu as fini par faire la matinale. C'est chargé du reste, ouais, j'ai fait la matinale de Voltage, je pense 15 ans après. Avant Jordan Deluxe. Avec Jordan Deluxe. Avec ? Oui. Ah, t'étais avec Jordan ? Bah, je m'en rappelais plus. C'était effectivement, moi j'étais l'anchorman, donc le présentateur principal, et j'avais deux chroniqueurs avec moi. Oui. Donc il y a eu une saison avec Nadia et Jordan Deluxe, et une autre saison avec Fayol et Jordan Deluxe. Ouais. Ah ouais. Ah, mais c'était en quelle année ? C'est moi qui ai créé ce. Non, moi j'ai. Alors, tu m'entendras jamais critiquer Jordan. Quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'affection et que qui me touche. Je le connais pas du tout, donc okay. Voilà. Mais oui, je me rappelais plus du tout que tu avais commencé avec Jordan. C'est fou, ça. Oui, parce que je disais, j'ai pas commencé. Il a pas fait Jordan. tout seul après lui. Ah non, il faisait le soir sur un Voltage, je crois. Il avait son émission le soir. Ah mais lui, il a survécu, puisque en fait, il était là déjà avant moi. Il était avec Laurent Artufel à la matinale. Oui. Et, putain, tu sors des noms là. Moi, je l'ai récupéré. Oh là là. Bon, bref. C'était une belle époque quand même de radio. Et tu écoutes toujours la radio aujourd'hui ? Je suis très podcast maintenant. Ah ouais. Enfin, podcast de radio. C'est-à-dire que je l'écoute plus vraiment en direct, mais le matin sous ma douche, j'écoute des podcasts de Manu. Ah ouais, pas en direct, parce que tu te lèves trop tard peut-être. Non, pas du tout. Je me lève à 7h. Ah oui. Donc tu pourrais écouter en live presque. Ouais, mais non, en fait, parce que j'aime pas j'aime pas les pubs. J'aime pas spécialement écouter de la musique. Enfin, j'aime bien écouter de la musique quand j'ai envie, mais le matin, j'ai envie qu'on me parle. Pas qu'on te l'impose, la musique. Et le podcast, ça permet d'avoir que les séquences parlées de toutes les... Enfin, tu vois, de toutes les missions. Ouais, bien sûr. C'est le best-of, quoi, en fait. Voilà. C'est vraiment tout est remonté pour que tu aies que l'essentiel. Très podcast. Podcast d'Europe 1, de France Inter. Plutôt culture, quoi, société. Ouais, culture, politique, actu. Pas de podcast de bouffe, du coup. Maintenant que t'as le tien. Non, ouais, voilà. Je veux pas faire des... Tu te réécoutes ? Je valide les vidéos. Ouais. Donc, et ton podcast, tu te le réécoutes en entier ou non ? Une fois que le montage est terminé, on me l'envoie pour que je valide. Ok. Tu vois, donc j'ai quand même une réécoute complète du truc. Ouais, effectivement. Remarque, oui, c'est vrai. Ouais. Mais tu veux dire, tu consommes la version vidéo, pas la version forcément audio qui est dispo aussi sur les plateformes. Oui. C'est la même. Ça te manque de bosser en radio un peu ou est-ce que pas tant que ça ? La radio, ça a été 15 ans de ma vie et c'était
exceptionnel. J'ai eu la chance. Enfin, voilà, je vais pas te convaincre puisque tu es déjà convaincu, mais la radio, c'est un média qui est incroyable. L'instantanéité, le stress du direct, l'ambiance dans un studio. Enfin, voilà, moi, je pourrais jamais oublier. C'est mon premier amour professionnel. Et là, tu vois, rien que le fait d'être là et d'avoir un casque, ça te. Voilà, forcément, ça te travaille. Mais déjà, le fait d'avoir basculé sur une carrière de créateur de contenu, ça m'a apporté beaucoup d'autres choses. T'as eu 2 vies, en fait. Ouais, mais tu vas voir, elles sont en train de se relier, en fait, les deux. C'est-à-dire que vraiment, voilà, j'ai adoré faire de la radio, j'ai arrêté au bon moment parce que j'avais envie de faire autre chose et de donner sa chance à ce projet qui a très bien réussi. Et là, aujourd'hui, donc depuis quelques mois, je fais un podcast qui me permet quand même de revenir un petit peu à ce qui peut être intéressant en radio, c'est-à-dire interviewer des gens, avoir un peu le temps, pas être dans le montage surdynamité, survitaminé, tu vois, on est posé, et pareil, on a des micros, on retrouve ce micro-là, qui est un micro iconique de radio, que je retrouve dans mon studio. Et là, on a des projets, quand je dis on, c'est parce que je travaille avec une boîte de prod sur tout ce qui est YouTube et Twitch, puisque ça arrive, c'est dans les tuyaux. Ça y est, tu te lances enfin ? Ouais, exactement. Alors, je sais pas quand sera diffusé ce podcast. Là, au courant du mois d'avril. Ok. Tu auras lancé ta chaîne ou pas ? En fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a un festival à Paris qui s'appelle Taste of Paris, qui est le gros festival de gastronomie un peu prestigieux qui se passe au Grand Palais, donc voilà, qui rassemble des dizaines de chefs étoilés, des chefs médiatiques, de Juan Arbelez à Stéphanie Lequelec, à Paul Philippe, Perret. Je sais pas si Etcheves sera là cette année, mais Thierry Marx. Enfin voilà, bref, tous les ans, il y a un parterre de personnalités influentes de la gastronomie. Ouais. Et cette année, donc, pour effectivement lancer la chaîne Twitch, on va faire 21 heures de live pendant 4 jours. Je vais faire 21 heures de live pendant 4 jours. Voilà, on en fait un partenariat. T'auras ton plateau là-bas ? Ouais, exactement. Plateau installé en plein cœur du Grand Palais, au milieu du festival. Et donc, tous les jours, 4 heures le matin ou 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, on va faire que du live. Donc, trop bien. Recevoir toutes les stars de la gastronomie qui seront présentes. Et puis, on va se balader un peu dans le festival. On va faire les cons. Enfin, voilà. Donc, du coup, là, je retrouve vraiment ce qu'est la radio. Ouais. C'est toi qui vas hoster. Oui, exactement. Et je retrouve un peu les trucs que je faisais quand j'étais gamin. Je me rappelle en radio, sur Fréquence 3, je faisais des lives pour le Téléthon où pareil, on gardait l'antenne pendant 24 heures et on se marrait bien. Et bien là, je retrouve un peu cette même adrénaline. Je stresse un peu parce que tenir 21 heures de live tout seul, ça va pas être non plus de tout repos. La nuit et tout ? Non, en 4 jours. Donc en fait, on a des sessions, je crois que ça fait midi 15h et 19h, 23h tous les jours pendant il y a jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est une quotidienne, quoi. Ouais, une grosse quotidienne. 2 quotidiennes par jour, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et donc voilà, donc là, je relie un peu mes 2 métiers. Ouais. Et c'est ça qui est cool. Ah ouais, c'est trop bien ça. C'est une bonne idée en fait. C'est vrai que moi je consomme pas mal Twitch. Et je suis jamais tombé sur des. J'ai l'impression que la food, il y a encore un vrai truc à faire. Ouais, je pense. Je suis content que tu prennes le créneau parce que c'est vrai que c'est très très gaming ou divertissement, mais un peu musique aussi, ça l'a été pendant le Covid. Mais food, il y a des trucs à faire. Il y a un truc à faire. Ouais, carrément. Et s'il y en a bien un qui peut arriver, je pense que c'est toi. Et surtout avec l'expérience que tu as aussi de radio, je pense qu'en vrai, tu vas y aller. Ça peut aider. Ça se perd pas, je pense. Le hosting, c'est. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Après, est-ce qu'il y a des gens. Est-ce que les consommateurs de Twitch aujourd'hui ont envie de regarder des choses comme ça avec un mec un peu plus âgé, tout ça, je sais pas. Je me dis que Samuel Etienne cartonne sur Twitch. Très bon exemple. Bah, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai. Non, pour moi, il y a pas de temps. Je me demande qui sont les gens qui regardent Samuel Etienne. Bonne question. Je t'avoue, je sais pas. Je sais pas. Mais comme quoi, tu vois, il y a pas vraiment de. Tu dis non, moi je suis pas d'accord. Je te dis, tu vas arriver, c'est le concept, il est bon que tu arrives à engager les gens qui te regardent. En fait, c'est ça, Twitch, c'est qu'il faut qu'il y ait un engagement et que tu sois hyper actif avec tout ce qui se passe en direct, quoi. Mais comme on pouvait l'être avec la radio, je me rappelle avec le chat,
On faisait déjà ça. Non, mais exactement. On avait le chat en direct, on réagissait. C'était ça. Donc c'était il y a 15 ans. Et quoi. plus tu réagissais en mettant en avant et en valeur les gens du chat, plus voilà, ils étaient contents et plus ils revenaient. Non, mais exactement, c'était Twitch avant l'heure. Donc tu vois, ça va le faire. Ouais. T'as une date, du coup, tu le lances pendant ce salon. Ouais, exactement. Ok. Putain, les dates, je les ai plus en tête, je suis vraiment un connard. Mais c'est avril ou mai. Il a tellement de trucs, son agenda est tellement rempli. Mais regarde, en 2 secondes, Internet va te le dire. En tout cas, Grand Palais, c'est pas le parc des expos, quoi. C'est... Le Grand Palais, non, c'est la nef du Grand Palais, c'est absolument magnifique. Il a été classe, quoi. Il a été entièrement refait, puisqu'il a rouvert. Il a rouvert il y a, je crois, pour les JO, pour les épreuves d'escrime, me semble-t-il. Donc, il est dans un état magnifique. Trop bien. Ça va être trop cool, quoi. Donc, les dates, est-ce que tu as trouvé les dates du 21 au 24 mai. Ah oui, donc le podcast sera sorti. Voilà. Donc vous pourrez. T'as déjà créé le lien de ta chaîne ou sinon, oui, ça existe déjà, bien sûr. C'est sur tes réseaux, je pense que tu mettras bien sur ton Insta, le Paris d'Alexis. On pourra retrouver ça. Bon, trop cool. En fait, tu vois, j'avais une question aussi. J'allais te demander est-ce que j'allais switcher sur la télé, parce que je t'avais demandé est-ce que tu regardes la télé. Je pense pas du coup que tu dois regarder la télé. Alors moi, je suis un gros consommateur de télé. Ah si, la télé, mais alors. La vieille télé à l'ancienne, ouais. La télé, donc les chaînes de la TNT, machin. Oui. Pas les plateformes. Pas Netflix. Ah si, aussi. Moi, quand je dis télé, c'est la télé. C'est les émissions, les infos. Moi, je regarde Koh-Lanta. J'adore. Encore des gens qui regardent Koh-Lanta, c'est fou. J'adore. Non, mais attends, moi, je suis un vrai. À la base, tu sais, quand j'étais gamin, moi, j'étais passionné de médias, en fait. De radio, évidemment, mais aussi de médias. Et ça m'a pas lâché, en fait. Et j'adore regarder les émissions, voir comment. Et donc, Koh-Lanta. Je regarde un peu Top Chef parce que. J'étais jury cette année et donc voilà, moi j'aime bien aussi parce que tu vois éclore les talents de la gastronomie que tu retrouves après. Top. Donc là il y a aussi un petit côté aussi pro par rapport à mon compte. Voilà. Ensuite j'ai une passion absolue pour les traîtres. Ah, c'est génial. Ouais. Tu vas y aller un jour. J'ai une passion absolue pour Qui veut être mon associé. Ouais. Voilà. Tu es la cible en fait de la chaîne, concrètement. 65 ans. M6, c'est vraiment. Il y a un peu de TF1, mais oui. Non, mais voilà. Et après. Les infos, non. Les infos, le matin, pendant 10 minutes. Et quotidien, Hanouna, tout ça, c'est pas des émissions que tu consommes Parfois, si. Ouais. Mais le divertissement, de manière générale. Divertissement quand même, Koh-Lanta. Oui, remarque. Bah oui, je suis con, c'est vrai que c'est du divertissement. Ouais, j'allais dire plutôt du divertissement. Non, mais même, access, tu vois, je tombe sur La France a l'incroyable talent, je vais rester. Ouais. Voilà. Non, mais je sais. Donc oui, donc tu. Ah, d'accord, je pensais pas. Je consomme la télé, ouais. Mais je consomme aussi beaucoup de séries, beaucoup de plateformes, beaucoup de YouTube aussi. Enfin, j'essaye de varier les sources d'inspiration. J'allais te dire, est-ce qu'on t'a fait des appels de pied pour la télé ? On t'a un peu répondu. Alors, pas forcément sur du jury, du guesting, mais plutôt en host ou avoir ton émission, ce genre de truc. Il y a des projets en cours. On a fini de tourner un pilote d'émission sur les fromages qui est produit par une boîte de prod. Catherine Barma, donc, qui est une grande productrice de télé, notamment d'Ardisson. Tout sur l'écran, c'est toujours ça le nom de sa boîte ? Ouais, c'est ça. Donc là, après, il va falloir aller la vendre aux chaînes. Et donc ça va être une autre paire de manches. Après, il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui. Même, il y a beaucoup de... Enfin, je pense que si, c'est... Surtout que la food, aussi. Ça marche en télé. Enfin, il n'y a jamais eu aucun truc sur les fromages, alors que... une émission que sur le fromage. Ouais, exactement. Ok. Ouais. Ben ouais, mais... mais j'adore le fromage, il n'y a pas de sujet. Il y a tellement de choses à dire sur le fromage. Je suis d'accord. Mais non, mais c'est le prisme du fromage pour parler aussi d'un territoire, trop bien. De tradition, etc. Mais donc il y a ça. Et après, on est revenu me proposer, ou en tout cas m'approcher pour des choses en radio. Ah ouais. Et le truc, c'est que d'abord, pour l'instant, moi, j'ai pas le temps. J'ai tellement de choses à faire que... Il est fait sur combien de temps ton planning sur 3 mois, 4 mois Ouais, à peu près 3 mois. Ouais. 3 mois. Tu laisses quand même des petites marges si jamais il y a des OP sympas qui peuvent arriver entre temps. Oui, bien sûr. Non, mais je peux décaler des choses, etc. Mais effectivement, là, quand un restaurant m'invite, c'est pour le mois de juin. Pardon. Ah ouais, non, mais je te jure, tu verras, tous les midis, il y a un resto pendant au moins 2-3 mois là. Donc... Mais non, mais c'est pas ça. C'est surtout que, en fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est que j'ai adoré faire de la radio.
J'ai adoré bosser dans les médias, mais aujourd'hui, depuis 5 ans, je suis mon propre patron, mon propre rédac chef, je fais ce que je veux. Et en fait, ce que j'avais... Comme je te dis, j'ai adoré faire de la radio, mais parfois, tu te confrontes à des choses qui te dépassent un petit peu, c'est-à-dire des gens à des postes de direction qui sont pas forcément les plus, talentueux. Qui font pas d'artistique, ouais. Qui sont pas forcément là pour de bonnes raisons. Et notamment, j'ai travaillé dans le service public sur les dernières années de radio, et là, c'est absolument pas le talent qui fait le poste, mais c'est des questions politiques. Enfin voilà, on dépasse le talent. Ouais. Et parfois, tu as des idées et t'arrives pas à les développer parce qu'en fait, il y a 15 personnes qui doivent valider et machin, il n'y a pas les budgets, trucs. Et du jour au lendemain, j'ai découvert une liberté d'action, c'est-à-dire que j'ai une idée le matin, je peux la publier le soir. Et elle peut cartonner et ça peut être un nouvel axe de mes contenus. Enfin, c'est ce qui s'est passé avec plusieurs de mes formats, et je trouve que cette liberté, en fait, tu ne peux plus la retrouver dans les médias classiques. Ouais, c'est vrai. T'as une liberté qui est... Et pour moi, c'est vraiment... Je pense que la liberté, c'est un des trucs les plus importants. N'avoir aucun rédac chef qui vient me faire chier parce que... Alors, après, tu fais aussi des erreurs, tu vois. Moi, j'ai fait des vidéos où j'ai... Enfin, voilà, je sais qu'il y a eu des choses... Il y a eu 2-3 vidéos problématiques. Ah ouais. Même dans la food, tu peux avoir des vidéos problématiques où tu dis genre ont été mal reçues. C'est dégueulasse et... Pas forcément, mais il y a eu des vidéos, oui. Des maladresses. Exactement. Ouais. Petit bad buzz ces derniers mois à cause d'une vidéo où j'ai dit un truc où je me suis pas rendu compte de ce que je disais. Et donc voilà, et donc tu peux avoir aussi ça parce que t'es tout seul en fait. Et donc il y a les avantages d'être tout seul, une liberté incroyable, une rapidité d'action à mettre des choses en place. Et le pendant négatif, c'est que parfois ça manque de quelqu'un pour valider ou une deuxième lecture voilà. Mais maintenant je suis entouré, donc je fais voir mes vidéos à la personne qui travaille avec moi, et voilà. Mais c'est ça que je trouve flippant aussi, c'est comme tu dis, et tu donnais le très bon exemple de, en fait, ton business, il ne repose que sur toi. C'est-à-dire que si toi tu fais une connerie, non, mais c'est ça qui est ouf. C'est pas comme un restaurateur, s'il y a un employé qui va faire de la merde, il le vire. Ou si lui il va faire de la merde, au pire on sait pas ce qui se passe et le restaurant il continue à tourner. Toi c'est pas la même chose. C'est ça que je trouve flippant quand on représente une image médiatique, comme, en tout cas plutôt digitale, comme ça. C'est que comme là tu le dis, tu dis un truc sans faire gaffe, tous les internautes ils vont le voir, tous ceux qui te suivent disent attends mais t'es sérieux, t'as dit ça sur une vidéo, ça se trouve qu'il va durer 10 minutes, il va retenir un truc. Ouais bien sûr, mais c'est ce qui s'est passé pour moi. Et plus largement tu vois, je pense à Cyril Schneider, je crois qu'il s'appelle comme Schreiner, ça. Oui. L'histoire de son chien là. Voilà exactement. Bon là en plus c'est volontaire de sa part, donc il y a un truc un peu machiavélique derrière, et effectivement lui maintenant... Vous faites pas le même boulot, pardon mais... Non, ça c'est clair. Mais ce que je veux dire c'est que tu fais une connerie et tout ton business peut s'effondrer. Ouais. Lui, c'est assez mérité pour le coup, je pense que sûr, voilà. Mais moi, tu vois, je vais pas revenir là-dessus, mais il y a eu une vidéo que j'ai postée avec une intro qui était effectivement, avec le recul, peut-être un peu maladroite, et que des gens ont pris pour une attaque contre les restaurants indiens. En gros, je t'explique, je recontextualise parce que c'est un peu bizarre. Mais je poste une moi, j'ai pas suivi du coup une vidéo sur un resto indien, voilà. Et je commence ma vidéo en disant le problème des restos indiens, c'est que souvent c'est un peu vieillot, c'est de la nourriture un peu lourde et c'est pas toujours très bon. Ouais. Et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui ce restaurant indien qui est exceptionnel, etc., etc. Et donc cette intro, en dénigrant un peu les restos classiques indiens pour valoriser celui-là, effectivement avec le recul il était sans doute un peu maladroit. Il a été repris par des comptes qui sont professionnels du bad buzz et qui en gros tu sais qui reprennent ta vidéo en se mettant en incrusté, en petit, et en disant non mais vous vous rendez compte ce qu'il a dit, c'est hyper raciste, et donc j'ai eu quelques jours de bad buzz effectivement où j'ai dû retirer la vidéo, où j'ai même été obligé d'aller porter plainte parce que j'avais reçu des messages de menaces, de violence, etc. Donc pas hyper bon moment. Mais effectivement à ce moment-là je me suis dit waouh, faut vraiment faire hyper gaffe à tout ce que tu dis. T'es aujourd'hui suivi par plus d'1,5 million de personnes, donc en fait, tu peux pas, ça peut plus passer. Le moindre petit
propos de travers, il est monté en épingle, il est repéré par les gens. Voilà, tu peux plus passer sous les radars, quoi. Donc, plus le droit à l'erreur. Donc, t'es libre, mais il faut quand même faire hyper gaffe à la façon dont tu t'exprimes. Mais je veux pas non plus tomber dans une autocensure et dans un truc insipide sans. Tu veux garder ta personnalité, c'est vrai. Ouais, exactement. Bien sûr. Bah après, c'est vrai qu'il y a des moyens de le dire, peut-être différents. Mais de toute façon, il faut faire ce genre de truc pour apprendre aussi. Exactement. Ça m'apprendra et j'essaie d'apprendre de mes erreurs. Donc voilà, c'était. Ouais, bien sûr. Ça faisait 6-7 ans que ça se passait très bien. Il fallait bien qu'il y ait un petit moment où. Ça alors qu'en plus, t'as rien du tout contre, je pense, les restaurants indiens. Enfin, non, puisque le but en plus de cette vidéo, c'est de mettre en avant les bons restaurants indiens. Bien sûr. Et ta chaîne est plutôt bienveillante. Tes contenus sont bienveillants. Il n'y a pas de. Tu vois, je trouve ça. Bon, déjà, je suis à l'abri, effectivement, de ce. C'est-à-dire que je fais pas de contenu polémique ou qui sont engagés d'un point de vue politique ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, ça va. Mais au-delà des propos, effectivement, le fait de bosser, d'être son propre patron et de bosser et d'être sa propre marque et de ne pas être un média, tu vois, ça repose uniquement sur moi, en fait. Il y a aussi le fait que quand une vidéo marche un peu moins bien, par exemple, moi, il y a des moments où mentalement, quand j'enchaînais peut-être 3 ou 4 vidéos qui ne faisaient pas des scores suffisants à mes yeux, où je pouvais vite tomber en mode putain, ça y est, c'est fini. Non, mais moi, Waouh. Ouais, moi j'ai toujours peur que ça s'arrête. En fait, je trouve que je vis une vie tellement incroyable depuis 6-7 ans que j'ai un flip énorme que ça s'arrête. T'as le syndrome de l'illégitime? Le syndrome de l'imposteur, je suis pas sûr. L'imposteur, je dirais non, parce que l'imposteur, il sait que c'est un imposteur. Il sait que c'est une imposture. T'es pas une imposture, toi, puisque tu fais, tu le fais avec passion. Je pense pas que j'ai le syndrome de l'illégitime. Mais j'ai le syndrome du mec très anxieux de nature, mais ça c'est héréditaire. Mon père était pareil, il est pareil. Oui, mais t'as toujours été comme ça, je t'ai toujours connu comme ça. Donc, c'est pas. Oui. À des échelles différentes. Okay. Et certainement aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de monde qui te suit, t'es ailleurs, mais. Oui, on est toujours, on le garde. Après, je pense pas que ça s'arrange avec le temps, malheureusement. Non, bien sûr. Mais tu sais, il y a plein de gens qui me disent non mais Alexis, c'est bon, là, t'as plus d'1 million d'abonnés, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, demain matin, t'es installé, etc. Et donc je l'entends, hein, mais malgré tout, moi, dès qu'il y a 1 ou 2 semaines un peu plus faible au niveau vue, je me dis putain, ça y est, c'est la pente. C'est le toboggan et je vais mais n'importe quoi. Non mais mais il y a un sujet sur la santé mentale des créateurs de contenu. Ouais, c'est ouf. Parce qu'on est un peu dépendant des desiderata des plateformes, extrêmement dépendant des changements d'algo. Moi, il y a 1 an, je postais n'importe quelle vidéo, je faisais 1 million de vues. L'algo a bien changé depuis et pour des raisons que je comprends très bien en plus. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire des vues, donc il faut aussi expliquer ça aux marques. Enfin bref, c'est il y a un truc un peu psychologique à creuser, mais qui est intéressant. Il y a de plus en plus de monde aussi. Puis les Meta, qui détient Instagram, travaillent aussi beaucoup là-dessus. Tu as vu que maintenant, ils vont lancer un truc Instagram Plus, où ils vont rajouter un abonnement payant pour que tu puisses stalker gratos les gens sans qu'on voit qui c'est. Ouais. Tu as vu ce truc? Ils sont dans une démesure abusive de l'utilisation. Ils savent que tout le monde est accro. À Insta, à TikTok, etc. D'ailleurs, il y a eu des procès toujours en cours avec une nana. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Là. Elle a gagné. Ah, ok, super. Elle a gagné, elle a fait, je crois, elle va récupérer plus ou moins 15 millions de dollars. Et donc, ça pourrait faire jurisprudence, effectivement. Elle a été reconnue. Les réseaux sociaux ont été reconnus comme addictifs. Et voilà, bon, après, on le savait. Et oui, chez certaines personnes plus vulnérables, ça peut aussi avoir des conséquences un peu plus dramatiques d'être accro à ça. Et tu parlais des créateurs, mais vous, les créateurs aussi, forcément, parce que c'est vous qui publiez ce contenu et vous êtes les premiers, vous en vivez même. Autant nous, en tant que consommateurs, on n'en vit pas. Mais quand toi, tu vis de ça, forcément, tu vois, moi, je peux comprendre. Surtout que maintenant, ils engagent vachement aussi la sponsor pour pouvoir avoir des ads, pour pouvoir payer, pour être plus visible. Donc, ils se font aussi beaucoup d'argent avec ça. Ouais, bien sûr. Enfin, donc, non, c'est un vrai truc. Et demain, Insta décide de te take down. C'est ciao, quoi. C'est ça qui est dingue. Ouais. C'est que tu t'es à un fil sur c'est ce que j'ai toujours qui dit. ne t'appartient pas. C'est exactement ça. C'est qu'on est totalement dépendant de GAFA ou de réseaux sociaux. C'est horrible. Qui
ont le droit de vie ou de mort sur mon activité professionnelle. Alors, c'est pour ça aussi que j'essaie de pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Tout à fait. Et d'être sur tous les réseaux, TikTok, YouTube. T'as ton site aussi, j'ai vu. Tu l'alimentes toujours? Ouais, bien sûr. Snapchat maintenant, Twitch. Voilà, en fait, mais bien sûr. Le secret, c'est d'être multiplateforme pour justement pas être dépendant. En fait, cette réflexion-là, elle m'est arrivée un jour, un matin, je me lève, j'ouvre Insta et je vois votre compte a été temporairement suspendu. Ah ouais. Gros coup de chaleur. Gros coup de chaleur. Il y a pas longtemps? Non, si, il y a 2-3 ans. Ouais. Mais tu te lèves, tu vois ça, tu transpires, ouais, exactement. Ouais. Il se trouve que c'était juste un truc, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, j'ai récupéré avec un code SMS, etc. Donc pas de souci. Mais ça m'a quand même fait réfléchir et je me suis dit waouh. Parce qu'à cette époque-là, j'étais que sur Insta. Et je me suis dit waouh, en fait, tu peux pas te lever un matin et te dire en fait c'est terminé. Donc maintenant, effectivement, je multiplie les réseaux et je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi en tout cas j'ai eu la chance d'être approché par Meta qui m'a invité dans les locaux parisiens, qui m'ont reçu pendant plus d'1h30 pour me débriefer mon compte. Ah génial. Ouais, très cool. C'est venu de leur part? Ouais. Putain, c'est trop bien ça. Ouais, c'est venu de leur part et ils apprécient mon contenu et ils m'ont dit que voilà, je respectais les bonnes pratiques, etc. Blablabla. Et donc, ils m'ont reçu dans les locaux, super beaux locaux d'ailleurs. Et ils m'ont sorti un dossier sur mon compte en me disant voilà ce qui est bien, ce qu'il faut améliorer, etc. Ouais, exactement. Et donc, j'ai un contact maintenant privilégié chez Meta. Ouais. Et ça, j'avoue, c'est précieux. Bah oui, c'est sûr. Mais ça me fait un peu penser, quand tu parles de ça, ça me fait penser à l'époque de YouTube où ils ont lancé YouTube. Ils avaient, je sais pas s'ils ont encore, mais des studios où ils prenaient des créateurs. Ils avaient une sorte de team. Est-ce que Meta veut pas faire ça en mode on prend les meilleurs, ceux qui font les contenus les plus qualis sur notre plateforme pour avoir une sorte de crew et leur proposer de temps en temps d'avoir des plateaux de tournage, d'avoir accès je sais pas, ouais. à des opportunités de. Ils ont pas ça? Ils ont pas des plateaux chez eux pour tourner des vidéos? Non, il y a pas ça. Mais en tout cas, je pense que ce serait pas déconnant qu'ils aillent dans ce sens-là. Ouais, non, effectivement. Pour être en concurrence avec YouTube. Ouais. Effectivement. Même si au final les deux plateformes sont quand même vachement différentes. YouTube, tu consommes toujours, tu postes toujours. Ouais, je consomme, je poste, je lâche pas l'affaire. Pardon, il m'est arrivé une petite galère avec YouTube. C'est qu'en fait, il y a un gars, en gros, ça fait 2 ans que je poste des horizontaux, donc des formats longs qui se regardent à l'horizontale. En 16/9, exactement. Et je postais pas de shorts. Donc les shorts, c'est en gros c'est les reels, voilà, exactement, les formats verticaux. Sur YouTube, ouais. Et je postais pas de shorts. Et le but, c'était de développer ma communauté sur de l'horizontal et pas enfin voilà, de faire augmenter doucement la communauté sur les gens qui veulent regarder de l'horizontal. Et dans le même temps, il y a un gars qui a créé une chaîne, le Paris d'Alexis XT ou un truc comme ça, et qui a repris toutes mes vidéos, mais qui les a, d'Insta, et qui les a postées en shorts sur YouTube. Donc monétisé, obtenu la monétisation. Mais c'est pas possible. Et donc j'ai mis 3 mois et demi à me battre quasiment quotidiennement pour prouver que c'était une usurpation d'identité. Oh, waouh. Et il a fallu contacter des équipes de YouTube aux États-Unis, faire je ne sais combien de plaintes pour droits d'auteur, de copyright sur le site. Enfin bref, ça a été un enfer. Et j'ai fini par obtenir gain de cause. Et donc depuis ce jour-là, c'est intervenu au mois de janvier, ça. Donc depuis janvier, je poste aussi des shorts sur ma chaîne YouTube. De tes formats Insta déclinés. Ouais, exactement. Et donc la chaîne a beaucoup grossi depuis 3 mois. Ah ouais, parce que tu as posté des shorts. Ouais, les shorts. C'est fou, putain, c'est dingue. Ouais, okay. Les shorts, donc comme quoi, il faut poster des formats courts aussi. Verticaux. Il faut faire les deux. Parce que YouTube peut-être aussi cherche à les mettre en avant et du coup vont mettre en avant ta chaîne. Je pense que l'un favorise l'autre et voilà. Mais tu postes la même vidéo sur Insta et sur Shorts? Insta, Shorts, TikTok, Snapchat, c'est la même. Ok, ouais, d'accord. Exactement. Oui, tu veux pas une vidéo différente par plateforme avec le même contenu, ce serait trop galère. Ça n'a pas forcément aussi d'intérêt. Mais d'ailleurs, je vous invite, si vous êtes fan d'Adrien, à aller sur ma chaîne YouTube pour regarder la dégustation de chips. De bonbons. On a fait plein de trucs. On a fait une émission aussi, d'ailleurs, sur un salon où on avait une grande table avec des gens.
Elle y est plus? Non, je suis pas sûr. C'était vraiment une catastrophe. C'était les premières vidéos de la chaîne, c'était catastrophique. Ah ouais. Enfin, on a fait. Bon, en tout cas, les deux où on déguste, ils sont. Et c'était très très drôle. C'est sympa. Ces vidéos. Ouais, effectivement. Tu m'as fait bouffer du sel et du sucre, mais. Ouais, je sais. Ouais, mais j'apprécie parce que tu t'as vraiment été généreux et t'as donné de ta personne. Alors que je sais que c'était pas évident pour toi. Non, pas spécialement. Mais non, bon, mais si le sel, c'est pas ton. Oui, non, j'évite. Même le sucre, hein, tu sais, je suis passé aux bonbons sans sucre, là, les rebelles. Ah, bien. J'adore. Texture un peu encore à travailler, je trouve, mais. C'est intéressant quand même. Mais ouais. Je trouve ça vachement intéressant. C'est un pote qui faisait du sport qui m'a dit, je le vois bouffer ça un jour, je dis mais c'est quoi ces trucs? Et je goûte, je sais plus lesquels c'était, l'une l'ours peut-être. Et je goûte, c'est dingue. Et je lui dis mais attends, donc je prends Yuka, je scanne et tout le truc, je me renseigne et tout. Et donc là j'en ai commandé plein et je vois qu'elle se développe la marque aussi à fond. C'est une nana qui a lancé ça. Et si vous êtes, parce que moi j'ai un gros problème, je suis vraiment accro au sucre. Ouais. Donc effectivement Rebelle, je les ai saignés. Et il y a un autre truc que j'ai essayé il y a pas longtemps, c'est hallucinant. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Stop Sucre. Ouais. En fait, c'est des gars qui ont mis au point une sorte de tisane que donc en fait tu te fais un thé avec de l'eau chaude après ton repas. Tu bois ce thé et là tout ce que tu manges de sucré a un goût dégueulasse. Ah ouais. Ça te dégoûte du sucre. Tu manges un dragibus avant d'avoir bu une gorgée de ce truc. Ouais. Tu bois une gorgée, tu remanges un dragibus. T'as fait le test? Absolument pas le même goût. Ah ouais, j'ai fait le test. C'est pour ça que je te le dis, c'est bluffant. J'aurais demandé de m'envoyer des paquets et vraiment le pire cookie de ma vie, quoi. Mais c'est dingue. Ah ouais. Et, d'accord, ok. Et c'est clean niveau. Et le but, c'est des. Oui, c'est clean. Ouais. C'est des herbes. Ok. C'est pas c'est pas chimique, quoi. C'est pas chimique, c'est ce que j'allais dire. Et donc. En fait, c'est pour simplement les gens qui grignotent après les repas. Au moins, voilà. En fin de repas, tu bois cette tisane et en fait, tu peux plus. En fait, c'est même pas un produit palliatif, c'est vraiment un produit pour te dégoûter et arrêter. Donc ça agit sur le cerveau aussi? Parce que c'est là-haut aussi, hein, souvent que ça commande, où on te dit j'ai envie de sucre. Alors, ce qui est étonnant, oui, non, c'est le long terme qui va faire que ton cerveau va comprendre que okay. Voilà. C'est pas bon, il va assimiler. Voilà, exactement. Okay. Mais c'est vraiment sur les papilles gustatives et c'est bluffant. Ah ouais, ok. Ouais. Mais voilà, en tout cas, je sais pas pourquoi on parlait de. Pourquoi on a fait des digressions sur le sucre. Tu veux de l'eau, c'est ça? S'il vous plaît. on va aller. J'ai fait un gros repas ce midi. Très salé, visiblement. Donc tu as besoin d'eau un peu. Ah ouais, c'est très sucré. Très sucré aussi. Ah ouais. C'était taille. Est-ce que pour toi, les réseaux sociaux, c'est juste un métier? Ou est-ce que, genre vraiment temps plein? Ou est-ce que quand tu bosses pas, tu regardes quand même ce que les autres font, genre en mode même le week-end, parce que je crois savoir que le week-end tu te mets un peu off quand même, tranquille. Ouais, j'essaye. T'arrives à déconnecter ou genre vraiment les réseaux sociaux c'est à la fois le boulot et aussi le plaisir? C'est très dur à dire. En fait, on en revient à la même question au même postulat de en fait mon métier c'est les réseaux, mais les réseaux aussi c'est moi. C'est-à-dire que en fait, déjà, il faut savoir que moi, pendant plusieurs années, j'ai fait le pari d'Alexis par passion. Parce que ça me plaisait, parce que je me disais pas qu'un jour ça allait être mon métier, en fait. Oui, tu voulais partager, t'étais dans le partage juste de ce que t'aimais, que tu découvres à Paris. T'as toujours été très Paris, t'as toujours adoré Paris et faire... Exactement, c'est vrai que ça a basculé sur la bouffe un peu par hasard, mais... À la base, c'est juste que en fait, je trouvais que les réseaux sociaux c'était génial. J'adorais créer du contenu, mais j'avais pas du tout conscientisé que ça pouvait devenir un jour un métier. Donc, si tu veux, aujourd'hui, je gagne très bien ma vie avec les réseaux sociaux, mais sur une activité que je faisais par passion avant, donc j'ai pas vraiment l'impression de bosser. Ouais. J'ai l'impression d'essayer de capitaliser sur moi-même et enfin. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre comme réponse, j'en suis conscient, mais j'essaye de me mettre des barrières parce que je sais que c'est un métier, mais en même temps, c'est une passion. Et le week-end, si j'ai envie de poster des stories, je le ferai. Je ne me mets pas de règles précises de faut pas poster ou faut machin. Je sais qu'il y a des créateurs qui, quand ils partent en vacances, ils désinstallent l'application. Ah ouais? Ouais.
Coupé total. Ouais, coupé total, pas être tenté, tout ça. Bon, t'as fait une vidéo, toi, où t'avais coupé total les réseaux. Ouais, bien sûr. T'avais fait une expérience là-dessus. Mais je subis pas les réseaux, moi. Alors oui, il y a un sujet de santé mentale, d'addiction. Et plus que de l'addiction, enfin moi en tout cas, c'est pas vraiment de l'addiction parce que je consomme, mais je consomme pas de façon abusive. Je vais pas scroller pendant 1 heure sur TikTok par exemple, tu vois. Je vais pas m'endormir avec mon téléphone. Oui, okay. Moi je lis le soir dans mon lit. Très bien. J'ai pas justement cette consommation addictive parce que aussi je pense que je travaille pour ça et c'est plutôt moi qui crée les contenus qui rendent après les gens addicts. Enfin, tu vois, on est bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pas dans le même rôle. Mais voilà, je subis pas et du coup, c'est un plaisir pour moi maintenant aujourd'hui. J'ai travaillé là-dessus parce qu'effectivement, il y a encore 2-3 ans, j'étais beaucoup plus dans le up and down qu'aujourd'hui où j'ai réussi à me stabiliser un peu plus parce que beaucoup d'abonnés, parce que j'ai passé le cap du million cumulé d'abonnés et que donc je suis un peu plus posé psychologiquement, même si j'ai encore de temps en temps, quand il y a 2-3 vidéos qui marchent pas, un petit coup de down, mais avant j'étais vraiment beaucoup plus... Ça t'impactait plus. Ouais. Là aujourd'hui je suis plus serein et donc j'ai pas l'impression de subir les réseaux et donc en fait... même quand je suis en vacances à Noël, je vais poster la vidéo du repas de Noël, mais parce que c'est avant tout ma passion en fait. Mais moi je trouve qu'on tombe vite amoureux de... En tout cas, je pense que toi et moi là-dessus on est pareil, c'est-à-dire qu'on aime créer. Et toi, je sais que tu prends du soin sur si vous regardez les vidéos d'Alexis, c'est bien monté, il y a des beaux plans, tu travailles ta lumière, c'est con, mais tu vois, t'es pas juste là en mode bon, allez, là faut que je fasse une vidéo, on s'en fout, machin. Non, tu travailles quand même ton truc, les plans sont travaillés, tu mets en valeur les produits, etc. Enfin, c'est qualitatif. C'est la raison pour laquelle je pense aussi que Instagram t'a invité parce qu'il voit que tu fais des choses qui sont très quali. Donc ça je trouve ça addictif quand on aime créer. Je peux comprendre que tu te dises en fait j'adore, j'ai envie de faire une belle vidéo aujourd'hui, d'être fier de ma vidéo et voilà, et si elle marche c'est encore mieux bien évidemment, et je comprends du coup quand ça marche pas c'est chiant parce que t'es là en mode putain fichier, la vidéo elle est bien et donc non mais voilà, et c'est bien qu'il y ait des créateurs comme ça comme toi qui font du travail qualitatif quoi, pas juste parce qu'aujourd'hui on a tellement de trucs random en mode c'est tourné vite fait juste pour faire le buzz, et des TikTok qui font des millions de vues sur des trucs des face cam en fait. Oui, je suis d'accord, et c'est pour ça que moi j'essaie de différencier un peu les créateurs de contenu des influenceurs. C'est une bataille que j'ai arrêté de mener parce que je pense que c'est mort. C'est mort. Mais pour moi, il y a vraiment 2 types de gens qui font des vidéos sur Internet. T'as les gens qui ont entre guillemets une passion, une spécialité, que ce soit la gastronomie, le sport, l'humour, je sais pas, le fitness, enfin n'importe quoi, mais en tout cas qu'on ont un thème à développer sur leur compte et qui créent des vidéos autour de ça. Et puis t'as ceux qui ne parlent que d'eux et qui sont qui font des vidéos où ils se mettent en scène, et encore pire tous les gars de Dubaï et qui ils racontent leur vie, leur couple et tout. Non mais ça c'est bon. Après il y a des gens qui consomment bien énormément et je peux comprendre. Ma tasse de thé. Moi non plus. Mais c'est pour ça que j'essaie de différencier les deux, parce qu'il y a des gens qui mettent plus maintenant parce qu'on a quand même un peu évolué, mais moi je me souviens au début quand j'avais 50 000 abonnés et je te parle de ça, faut quand même se rendre compte que moi j'ai commencé il y a 7 ans, il n'y avait pas les reels. Il y avait pas les reels. Ils n'avaient pas lancé les reels encore ? Non. Ah ouais. Ok. Moi je me rappelle très bien, j'ai basculé en 100% vidéo un peu de temps après qu'ils aient lancé les reels, mais il y a une époque où on était sur les photos carrées avec des bordures dégueulasses où tu pouvais les enfin voilà. Et donc c'est plus le même monde en fait, on a complètement changé et je sais même plus pourquoi je disais ça, mais oui, aujourd'hui, pour moi, si. La qualité de non, c'est création. Que j'ai au début, vraiment, j'essayais de faire comprendre aux gens, et notamment à mes parents, c'est une bonne façon pour moi de juger un peu la façon dont on parle des créateurs de contenu. C'est que mes parents, ils ont l'âge qu'ils ont, ils sont assez âgés, ils habitent à la campagne, donc... ils consomment pas les réseaux. Non, pas vraiment. Mais par contre, ils entendent parler des influenceurs. Parce qu'il y a des envoyés spéciales sur Magali Berda, parce qu'il y a Nabila, etc. Oui, mais c'est un peu la dark side, quoi. C'est pas forcément. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a encore 5-6 ans, quand tu entendais parler des influenceurs, tu n'entendais que du négatif.
T'entendais les évadés fiscaux, t'entendais les espèces de débiles mentaux des anges de la télé-réalité, Nabila qui poignarde son mec, Magali Berda, les influx voleurs et ceux qui font du dropshipping. Et donc, en fait, ça a été difficile pendant un temps de faire comprendre qu'il y avait deux types d'influenceurs et qu'il fallait pas mettre tout le monde dans le même panier, que tu avais les créateurs de contenu d'un côté, les influenceurs de l'autre. C'est pour ça qu'au début, je me suis longtemps battu pour qu'on utilise le terme créateur de contenu. Bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de notoriété globale autour de ce secteur-là et on arrive à faire la différence. C'est plus clair, je pense. Ouais, c'est plus clair. Oui, c'est plus clair. Et les gens qui consomment le savent très bien. Mais j'ai encore des gens qui, parfois, me disent « Ah oui, t'es influenceur. Ah oui, d'accord, les influenceurs. » Ils ont 65 ans, donc... Ouais, mais même pas. Enfin, t'as des gens de 70 ans qui sont beaucoup plus éduqués aux réseaux sociaux. Et puis, tu as des gens qui sont encore très méprisants et qui te regardent de haut. Alors que, bon. Oui. J'ai pas l'impression de faire un truc indigne. Et en plus, moi, je fais de la radio, j'ai été aussi journaliste. Enfin, je fais de l'animation et du journalisme en radio. Et aujourd'hui, dans mes vidéos, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que je fais un truc pour des débiles, quoi, tu vois. Enfin, j'essaie d'avoir. Je travaille de la même façon, c'est-à-dire que moi j'écris mon texte, après je fais mon montage, j'essaie d'avoir un vocabulaire un peu construit, enfin voilà, donc bon. Tu pourras jamais convaincre les abrutis qui sont complètement fermés à toute évolution, donc bon. Donc créateur de contenu, c'est très bien. Donc tu es créateur de contenu, mais alors du coup ça s'appelle le pari d'Alexis, ça veut dire que c'est que à Paris et que du coup tu t'enfermes dans un truc dès le départ en mode de toute façon. Alors ok, il y a combien de restos dans Paris? 16 000, je sais pas combien. Ouais, à peu près 11 000. Bon, donc à la limite, t'es tranquille pendant des années si tu fais une vidéo par jour sur un resto. Ah bah oui, mais il y a plus d'ouverture et de fermeture en plus, que de nombre de jours dans l'année. Donc en vrai, que Paris, ça peut le faire, mais là-dessus, t'es ok. C'est-à-dire que demain, tu vas pas aller à Bordeaux. Donc si, voilà. Donc, c'est ce que je fais déjà, en fait. Hein. Quand tu regardes sur mon profil, tu vas voir les highlights, donc les petites vignettes. Où t'as les villes. Voilà, où j'ai toutes les villes de France et du monde. Donc ça, c'est quelque chose que tu veux continuer à développer. Ouais, complètement. En fait, moi, mon but, c'est... au début, j'ai créé le pari d'Alexis parce que je faisais de la recommandation d'adresse à Paris. C'est comme ça que c'est vraiment né il y a 5 ans. Mais en fait, le temps a passé et moi, j'ai voulu ouvrir un petit peu les portes et les fenêtres. Sans pour autant changer ta marque, du coup, qui est le pari d'Alexis. En fait, je me suis posé la question il y a 2 ans. Ouais. Quand j'ai commencé à me dire, mais en fait, le pari d'Alexis, ça t'enferme dans une localité. Et est-ce que c'est pas le moment de changer de nom? Et en fait, j'en ai parlé un peu autour de moi. On m'a déconseillé de changer de nom parce que déjà la notoriété était installée autour de ce nom-là et que ça pouvait être un risque de... Oui, il aurait fallu le faire plus tôt. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais toi, t'es les paris d'Alexis ». Et donc, ils n'ont pas forcément conceptualisé le mot pari, mais ils pensent que c'est des paris comme parier. Ouais, un pari sportif et tout ça. Ouais. Et puis, bon, bah, tant pis. À l'avenir, je vais pas changer mon nom. Non. Je resterai le pari d'Alexis, mais en revanche, mon compte, lui, a évolué dans le sens où même pour l'avenir, j'ai envie de faire de plus en plus de contenus qui sont pas forcément de la recommandation de resto. C'était 100% de mes contenus il y a encore 5 ans. Aujourd'hui, c'est peut-être 55-60% de mes contenus parce que j'ai tout simplement développé plein d'autres formats. Il y a déjà, il y a des interviews de chefs extraits de ma chaîne YouTube. Il y a des formats où je vais chez des artisans. C'est des formats où je vais demander à un fromager quel est le fromage le plus cher et quel est le moins cher de ta boutique. C'est des formats où je fais classer des produits. Je sais pas si tu as vu passer ça, mais en gros, je l'appelle le format création divine. C'est une personne qui va classer... par exemple, que des pâtisseries dans 3 catégories, création divine, en gros, j'adore, j'aime moyen et j'aime pas. Donc voilà, en fait, je me repose jamais sur mes acquis. J'essaie toujours de créer de nouveaux formats. Tous les 3-4 mois, j'aime mettre en place une nouvelle idée de vidéo. Autour de la food, toujours. Ouais, toujours autour de la food, mais voilà, je veux varier les formats pour devenir un compte. Comme je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai mis sur mon compte, je vais te donner faim. C'est pas Et d'ailleurs, sur mon profil, tu vois pas... c'est pas une bio où il y a marqué « Je vous recommande des restos » ou « Testeur de restos ». T'es pas TripAdvisor, quoi. Non. Moi, je mets « Je vais te donner faim » et voilà, le but, c'est de créer... que ça soit un compte qui parle de gastronomie avec un grand G. Voilà. C'est beau. Ouais. Donc, qui donne faim.
qui donne faim, mais qui soit aussi du divertissement autour de la food, qui soit de l'information autour de la food, qui soit du voyage autour de la food, qui soit des restaurants, qui soit des recettes. Là, je suis en train de refaire ma cuisine. Ta cuisine chez toi ? Ouais, exactement. Et donc tu cuisines, c'est une info. En fait, pour l'instant, parce que comme t'es tout le temps au resto. Non mais alors, déjà, elle est pas finie. Pour l'instant, je cuisine pas beaucoup. Non, mais en fait, il se trouve que j'ai été obligé de décliner quelques propositions, opportunités professionnelles parce que en fait, ma cuisine était indigne d'être filmée. C'était une cuisine. Moi, j'habite à Paris. Pour filmer chez toi, oui. Ouais, pour filmer chez moi. Moi, je l'avais vue à l'époque. Elle a peut-être dû changer, mais je la trouvais pas dégueulasse. Si, elle était. tu embellis parce que ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Certainement. Mais, non, elle était vraiment. Elle avait plus de 35 ans. Elle était complètement. Elle était pas du tout. C'est une vibe. Fonctionnelle. Ouais, mais non. J'avais honte de la montrer. Non, mais en fait, il y avait les joints, des trucs qui étaient noirs. Le souci du détail, Alexis, je comprends. En fait, le problème, c'est que quand tu filmes un truc. Et je te l'ai dit tout à l'heure, maintenant, quand tu as un certain nombre d'abonnés, en fait, tu vois pas tout, toi. Non, mais c'est-à-dire que parfois, je poste des vidéos où je vois pas des choses et il y a des gens qui les voient. Ouais. C'est sûr. C'est incroyable. Ouais. J'ai mangé un insecte un jour sans le voir. Ah bon? Ouais. En fait, je coupe un truc, je fais un plan où je coupe quelque chose et je le mets et après je le mange et je reçois des tonnes de messages de gens qui me disent mais t'as vu que t'as bouffé une mouche? Comment ça? Et en fait, je regarde au ralenti le truc et effectivement, les gens m'envoient des captures et tout. Donc je mange. Voilà. Donc les gens laissent rien passer. Ma cuisine n'était pas digne d'être filmée. Donc tu refais ta cuisine. Je refais ma cuisine et donc je vais faire plus de recettes. Ah, voilà. Donc ça, c'est partenariat HelloFresh bientôt. Exactement. Non, mais bon, donc tu fais à manger, ça c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je veux pas être un compte uniquement de recommandations de bonnes adresses. J'ai envie vraiment de devenir la référence de la food, du divertissement food en France. Ouvrir ton resto, non, par contre. Non, mais en revanche, multiplier les collabs, les co-créations autour de produits, de plats. J'avais fait mon burger, j'ai fait mon brunch, j'ai fait un cookie. J'en oublie un, je sais plus ce que c'est, le pauvre. Mais bon, bref, voilà. Donc, ça c'est un truc que j'ai envie de continuer à faire. Ouais, bah ça c'est cool, ce genre de collab. En fait, c'est passionnant, t'as que le côté positif et pas la merde quotidienne de l'exécution, des galères de RH et compagnie. Donc, voilà. Le burger était fou. C'était avec un resto qui s'appelle One à Paris. J'en ai mangé 4-5, je crois. Pas en même temps, mais j'en avais commandé. Ça fait plaisir. Non, c'était vraiment. Plaisir. Mais parce que t'as ce recul quand même justement de savoir ce qui va être bon, ce qui va plaire aussi aux gens, et du coup c'est avec cette expérience là aussi tu peux te permettre de faire ce genre de produit. Mais donc quand tu manges au resto, parce que moi tu m'as déjà invité une ou deux fois, mais tu manges pas tout seul le midi au restaurant, t'es obligé de trouver des gens tous les midis? Non, pas du tout, ça m'arrive très souvent de manger seul au restaurant. Ah ouais, ce midi j'étais seul par exemple. Je sais pas, il y a un truc, moi, aller au restaurant seul. Je sais qu'il y a des gens, ça les choque. Pas choqué, mais je sais pas, ça me fait un petit truc. Ça te rend triste? Pour moi, le resto, c'est un partage. Ouais, je comprends. C'est pas un... Je comprends. Après, moi, maintenant, le resto, c'est plus qu'un partage. C'est aussi un travail. Et en fait, je comprends ce que tu veux dire. Hein. Mais alors, souvent, ça m'arrive de partager, effectivement, d'être accompagné. Parfois, quand t'es accompagné, t'es moins concentré aussi sur ton travail. Et voilà. Donc, bon. Et manger seul, alors moi déjà manger seul, ça m'a jamais dérangé. Avant même de faire ça, me dérangeait pas de manger seul au resto. Il y a plein de gens qui mangent seul au resto, notamment tous les gens qui travaillent, tous les commerciaux qui vont de ville en ville et qui font des déplacements professionnels le soir, ils vont seul au resto souvent. Donc moi ça me gêne pas. Je comprends qu'on puisse parfois me regarder avec un peu de peine, mais en fait moi je vis pour moi, je vis pas pour le regard des autres, donc en fait je m'en fiche. Oui, bien sûr. Tout se passe très très bien, mais j'entends ce que tu veux dire. Le resto, c'est un partage, mais voilà, moi quand je vais au resto, j'aime bien aussi prendre mon temps, discuter avec le patron, comprendre chaque plat, et c'est un métier quoi, donc faut aussi que je sois concentré. Tu sais, là par exemple ce midi, j'ai une perche, j'ai une lumière. Les gens qui mangent avec moi mangent très souvent froid. Attends, faut que je tourne le plat, il faut qu'il y ait la lumière dessus. Je suis là pour faire une vidéo, bien sûr. Je suis pas juste là, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des comptes food pour ça. Je suis pas juste là pour aller bouffer gratos au resto. Et faire une vieille story. Moi, avant tout,
Et c'est là où j'ai l'impression que c'est la continuité de ma vie professionnelle de journaliste, c'est que moi, avant tout, l'idée, c'est pas seulement de parler d'un resto, mais c'est de parler de la personne qui est derrière, du projet, du parcours professionnel du restaurateur, de pourquoi il a voulu créer ce plat, de qu'est-ce que raconte ce plat, etc. J'essaie d'intellectualiser un petit peu le truc pour pas justement être comme un de ces très nombreux comptes qui vont te dire ah, j'ai trouvé le meilleur machin de Paris, c'est trop bon, c'est machin, c'est pas cher. C'est pas ma cam. Moi, j'essaie de faire des trucs un peu plus construits et donc forcément, je travaille et je reste longtemps. Je reste 2h30 dans le resto à midi, quoi. Il y a des restos qui, suite à ton passage sur une vidéo qui aurait cartonné, sont devenus bangers. Après, genre vraiment, ils ont eu des résas dans tous les sens. Ils ont été pleins. T'as souvent ce genre de truc où les mecs ils t'appellent et disent mais Alexis, c'est ouf. Ouais, c'est ça qui est cool. Alors, oui, très souvent. Enfin, voilà, même pas plus tard que cette semaine, j'en ai encore reçu un. Donc ça, c'est effectivement, c'est très cool parce que tu as l'impression d'avoir un vrai effet sur la vie professionnelle, même la vie de un avant, un après finalement du resto. Ouais, en tout cas, un afflux de monde pendant un certain temps qui donne un peu d'air et qui, en tout cas, qui justifie le fait que je sois passé ou qu'ils aient fait appel à moi, etc. Et plus, comment dire, profondément que ça, il y a aussi des cas où tu sens que tu as un impact sur la vie, comment dire, sur la vie d'une personne, la vie personnelle d'une personne. Ah ouais. Comme ça a été le cas il y a quelques années avec un mec qui s'appelle Pierre Lambert, un chef qui m'a écrit un jour en me disant voilà, j'ai un resto qui est à Aubervilliers, je crois. Qui est pas très bien situé. On est dans une zone pavillonnaire, du coup, je galère. Il me reste 2 mois. Je passe devant le tribunal dans 2 mois. Je suis en redressement judiciaire. J'ai 2 mois pour sauver mon resto. Viens, s'il te plaît, quoi. Et donc, je suis venu et en fait, j'ai pris une énorme claque. Le resto était incroyable. Le chef était hyper original. J'ai mangé des choses que j'avais jamais vues avant et donc, j'étais très enthousiaste. Donc, j'ai fait une vidéo très enthousiaste. Et la vidéo a fait 1,5 million je l'ai postée à 10h et le soir elle était à 1 million et le lendemain elle était à 2 millions, etc. Et donc le gars, le soir, je poste ça, je m'en souviens très bien, c'était un dimanche matin. Et le soir, il m'envoie une vidéo sur WhatsApp en me montrant le module de réservation. Et il scrolle en disant regarde, on est complet pendant 2 mois. Waouh. On n'a plus aucune place. Donc le resto est sauvé, c'est bon. On fait complet midi et soir pendant 2 mois jusqu'à la date où on passe devant le tribunal. Donc on a sauvé le resto. Et je l'ai recroisé il y a quelques mois. Il est toujours là. Et son resto cartonne toujours. Et donc, t'as sauvé un resto, quoi. Je n'ai pas sauvé un resto. Les gens qui ont regardé ma vidéo ont permis à ce resto d'être sauvé. Pardon, mais ta modestie, mais, tu ne serais pas venu, il aurait fermé probablement. Peut-être. Donc c'est hyper touchant, je pense. Cette histoire est très touchante, je trouve, pour lui et cette reconnaissance qu'il peut avoir. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a une fille un resto qui s'appelle Manija, qui est une Tadjik, donc qui vient du Tadjikistan, qui a une histoire incroyable. Pareil, elle m'appelle, elle me dit voilà, j'ai dû vendre mes 2 frigos pour éponger, pas les dettes, mais faire vivre le resto, payer le loyer, etc. Je suis... j'ai le couteau sous la gorge. À 2 doigts de fermer, je sais pas ce que je vais faire, je suis tout seul avec mon fils. Viens. Et effectivement, pareil, la vidéo fait 2-3 millions de vues, je crois. Et donc, voilà, il y a plein de gens qui sont allés la soutenir et il y a même fait une cagnotte. Et c'est incroyable. Et les gens, en fait, sont hyper généreux. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que moi, j'ai partagé la cagnotte et j'ai vu qu'elle avait explosé. Et les gens ont donné, les gens sont allés la voir et tout. Donc là, tu as vraiment un impact. Et effectivement, elle a eu la gentillesse de me faire un message très émouvant où elle me remercie. Mais ouais, voilà, c'est pour ça que j'aime faire ce métier aussi. C'est d'avoir un impact sur des restos qui sont en difficulté et qui méritent de réussir. Ouais, c'est vachement bien. C'est là où est la bienveillance, je pense aussi, dans tes contenus, qui fait que aussi... après, tu n'irais pas mettre en valeur si tu vois... Ça t'est déjà arrivé d'ailleurs d'aller dans un resto et t'as pas du tout aimé. Où tu te dis, non, ça, je peux pas faire de vidéo.
Du coup, comment tu fais? Tu le dis au restaurateur, tu dis écoutez, désolé, mais je préfère ne pas faire de vidéo plutôt que d'en poster une et de. Tu vas jamais poster un truc en disant n'y allez pas. Non, c'est pas mon ADN. Je sais qu'il y a des comptes qui le font et. Ah bon? Ouais, bien sûr. Qui descendent des restos? Oui, bien sûr. Ouais, c'est pas ouf ça. Bien sûr. À part si vraiment en termes d'hygiène c'est une catastrophe. Le problème c'est que les gens sur internet ils aiment aussi un peu le sang bien sûr. Et la sueur. Ils aiment le drama. Ils aiment le drama et donc il y a des comptes qui ont compris ça et il y a un mec qui s'appelle Yann Vous Cuisine par exemple qui je connais pas. Qui insulte les chefs. Carrément. Ouais. D'accord. Enfin, good mood. C'est une catastrophe. Enfin après voilà les gens aiment aussi donc il a plus de 150 000 abonnés je crois donc voilà. Mais il y a des comptes qui critiquent les restos. Moi j'ai pris le parti de ne pas critiquer et de ne pas être dans... Alors, en tout cas, de ne jamais défoncer des restos. Moi, j'ai envie de partager des bonnes adresses et de dire aux gens où aller plutôt que de dire aux gens où ne pas aller. Ouais, bien sûr. Donc, ce sera toujours comme ça. Et quand un resto... Alors, quand il y a des choses qui vont et d'autres qui vont pas, par exemple, je vais faire une vidéo sur un resto en disant c'est très très bon, en revanche, attention, c'est très cher. Ouais. Ça, je vais le dire. Oui, t'es honnête. Voilà. T'es honnête. Parce que tu t'adresses à un public qui à la fois a les moyens et qui n'a pas les moyens aussi. Et puis le resto, il le sait qu'il est cher, tu vois. C'est pas une critique sur sa gastronomie, c'est juste que oui, les prix sont élevés. C'est premium. Je dis pas c'est très cher. Je dis voilà, par contre les prix, attention, c'est pas pour tout le monde. Enfin voilà, mais quand tu fais un étoilé, tu sais très bien qu'aussi les prix sont élevés. Enfin, donc voilà. Je vais faire une vidéo sur un resto. Par exemple, je me rappelle que j'ai fait une vidéo sur un resto là de Michel Saran, qui est un chef quand même assez réputé, où il avait mis de la framboise dans son dessert alors qu'on était au mois de février. Ça pour moi c'est un peu j'ai encore un peu de mal avec la tomate et la framboise en hiver. Je rappelle que c'est pas du tout de saison et donc quand on est un chef qui se respecte, ils vont les chercher ailleurs. Ouais. Et puis même c'est pas de saison, donc quand t'es chef, tu fais de la cuisine de saison en fonction des produits que tu as au moment T quoi. Donc là, je dis, très bon resto. En revanche, voilà, la framboise en dessert, ça m'a un peu chagriné, c'est dommage. Donc, voilà, je vais toujours donner une petite touche de ce que j'ai plus ou moins aimé. En revanche, ça m'est pas arrivé depuis longtemps, mais ça m'est arrivé il y a encore 2-3 ans d'aller dans un resto où, alors, l'histoire est simple, hein. Un jour, je reçois un message et le gars me dit, voilà, on est le premier resto halal gastronomique de France. C'était il y a 2-3 ans, ça a changé depuis parce qu'il y en a beaucoup qui sont mis sur ce créneau-là. Et donc, effectivement, il y a 2-3 ans, je trouvais ça intéressant parce que les restos halal, souvent, c'était des restos très street food, pas forcément quali, pas cher, etc. Et donc, je me dis, super, on y va, on prend rendez-vous et tout. Test, ouais. Et j'arrive devant le resto. Et en fait, je m'étais fié que au compte Instagram qui avait des belles photos, qui avait sans doute fait appel à un photographe de grande qualité et qui avait donc des très belles photos. C'était pas de l'IA? Non, ça n'existait pas encore l'IA. Là, je te parle de ça il y a au moins il y a 3-4 ans. Okay. Et j'arrive devant et là, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Devanture de resto d'autoroute. Aïe. Vert fluo, avec des lettres un peu genre limite comics sans MX, tu vois, enfin la typo pas classe. J'entre dans le resto et là je vois 6 écrans de télé qui diffusent un match de foot. Je fais bon, ok, resto gastronomique, on en est loin. La bouffe n'était pas au niveau. Il y avait un dessert qui piquait alors que c'était une sorte de poire belle Hélène, mais elle piquait à la poire. Donc je vais voir le chef, je dis c'est normal que ça pique. Il me dit non, tu sais, je me dis elle est peut-être pochée à l'eau gazeuse ou un truc comme ça, tu vois. Et non, je dis quand même ça pique quoi. Bon bref, je termine le repas, je dis là j'ai pas passé, l'expérience n'est pas concluante pour moi, donc je ne vais pas publier. Et depuis ça, en fait, j'ai mis en place un certain nombre de critères de sélection. Faut savoir que je reçois chaque jour entre 15 et 20 invitations de resto. Ouais, je me doute. Ouais. Que ça soit en direct sur Insta, par mail, il y a aussi les agences de com maintenant qui ont des clients resto qui sollicitent beaucoup les créateurs de contenu. Et donc, j'ai plusieurs critères de sélection. C'est-à-dire que, par exemple, je travaille jamais avec un restaurant qui a une note de Google inférieure à 4.2, pardon. Parce que j'ai dit inférieur à 5, tu vas pas en faire beaucoup. À 4.2. Et j'envoie un questionnaire à tous les restaurants qui me contactent. Donc, il y a une dizaine de questions, parmi lesquelles je veux connaître l'histoire du restaurateur, l'histoire du restaurant, la part du fait maison, le plat phare, etc. Enfin voilà, il y a un certain nombre de questions qui me permettent de faire un portrait robot du resto et de savoir si j'ai envie de le partager ou pas. Voilà. C'est bien ça. Déjà, ça te permet aussi toi de préparer un peu ta venue, ton contenu en avance. Et surtout, ça permet de faire un
un filtre et d'éliminer, je pense, honnêtement, 80% des demandes entrantes. Ah ouais. Waouh. Ok. Non pas que 80% des restos ont une note inférieure à 4,2 sur Google, mais parce que le questionnaire fait que derrière... en fait, moi, encore une fois, ce que j'aime, c'est partager des histoires, raconter des choses. Et parfois, il y a des restaurants qui, en fait, sont peut-être bons, mais n'ont pas d'âme, quoi. D'âme, de personnalité, pas d'histoire à raconter, exactement. Et donc, moi, je comprends. Malgré le fait qu'il soit bon, moi, j'ai besoin de raconter quelque chose et si ça le fait pas, ça le fait pas. Ok, non mais ouais, je comprends. Mais du coup, quand tu préfères ne pas poster si jamais t'as une mauvaise expérience dans un restaurant. Ouais, mais ça m'arrive plus. Honnêtement, ça m'arrive. Vu que tu sélectionnes. Maintenant, j'évite de me déplacer pour rien. C'est un peu. Waouh, c'est beau. Non mais j'ai pas le temps, donc voilà. Ouais, bien sûr. C'est pour faire des restos et ne pas poster derrière. Tu vexes les gens, tu perds ton temps, donc non. Alors, ça, c'est des questions qu'on t'a posées. Moi, je vais pas te la reposer, cette question. Tu grossis pas, machin, parce que, effectivement, à chaque fois, tu gardes les plats. Encore là, on a un plat dans le frigo, tu m'as amené, parce que tu divises un peu tes repas. C'est normal, quand tu es invité, tu peux pas tout manger d'un coup. C'est surtout que souvent, les restaurateurs, là, en l'occurrence, et c'est le cas très souvent, les restaurateurs, en fait, te sortent toute la carte. Mais bien sûr, tu testes tout. Ils veulent tellement te montrer tout ce qu'ils ont que ils te sortent, là, elle m'a sorti 6 plats, je crois. Je suis en train de penser à un truc, je me dis, t'es déjà allé dans un resto en mode chill avec des amis pour dîner et tout. Les mecs, ils t'ont reconnu du resto, ils t'ont dit, vous faites un. Ils sont en mode. Ils flippent en mode, vous allez faire un truc là ou Ouais, non, c'est arrivé, bien sûr. Parce que tu consommes aussi le restaurant en mode chill, quoi. Ouais, bien en sûr. mode privé. Pas énormément. Parce que justement, quand je fais des. Quand je vois des gens où je préfère que ça soit à la maison, tranquille, pas forcément au resto, mais ça m'arrive quand même d'aller au resto. Et effectivement, c'est parfois rigolo. Je me souviens là d'avoir, il n'y a pas longtemps, été dans un resto qui s'appelle Chocho à Paris. J'ai dîné avec une amie. Et en fait, tu vois, j'arrive dans le resto, je m'assois, et en fait, c'est une cuisine ouverte, donc je vois du coin de l'œil que ça parle de moi en cuisine. Et en fait, après, le chef est venu me voir, il nous a offert un truc. Donc, tu passes plus trop inaperçu. Mais. Oui, voilà, tu prends quand même encore du plaisir à dîner de temps en temps. Je prends du plaisir. Après, je te cache pas que maintenant, ça fait 5 ans que je fais ça. Et qu'il y a un autre truc que j'avais pas prévu, c'est que comme j'essaye d'aller que dans des adresses de qualité, parfois, quand je vais avec mes parents dans un resto qu'ils ont choisi et près de chez eux, je suis plus. En fait, globalement, je suis plus exigeant avec les restos. C'est-à-dire qu'il y a des trucs maintenant où j'ai du mal. Les frites surgelées, par exemple, c'est pour moi rédhibitoire. C'est pas rédhibitoire, mais je comprends pas qu'un resto fasse des frites surgelées. Les produits totalement hors saison, etc. Et donc, je me rends compte que parfois, je suis un peu chiant à inviter au resto. Des formations professionnelles. Ouais. Oui, mais bon, après, si t'as une certaine qualité, c'est normal. Donc, n'invitez pas Alexis au restaurant ou alors dans des étoilés seulement. Non. Sinon... non, moi, ce que j'aime, c'est qu'on m'invite à manger à la maison. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est cool parce que je suis d'accord avec toi. C'est bien aussi de faire vivre les restaurateurs à la fois, ce que tu fais toi au quotidien. Et puis, c'est bien aussi de se retrouver à la maison, d'avoir aussi ce plaisir de cuisiner, de recevoir ou d'être reçu. Exactement. C'est tellement la gastronomie, c'est tellement un partage qui est important et indispensable que voilà, t'es allé dans un créneau aussi qui parle à tout le monde. Ah bah oui. C'est pour ça que c'est clair. C'est pour ça que c'est hyper intéressant et que t'as le droit d'être exigeant pour ne sélectionner que la qualité. Du coup, je t'ai demandé si tu aimes faire à manger. Tu m'as répondu oui, évidemment, et que du coup, tu vas t'y mettre de plus en plus. Ouais. Et c'est cool, il y a pas mal de projets, tu te remets beaucoup en question aussi. T'essaies de... Alors, je parlais tout à l'heure de la bouffe. T'essaies de faire gaffe quand même parce que forcément, quand on mange tous les jours au resto, on peut vite prendre beaucoup de poids parce que les restos, c'est des plats qui sont quand même très généreux. Même s'il y a des restos qui sont quand même plutôt healthy aujourd'hui, surtout à Paris où il y a des produits qui sont quand même vachement bien. Donc, il faut essayer de varier aussi l'alimentation. Tu fais gaffe un peu à tout ça. Toi, même à titre perso, t'essaies de te réguler, tu fais du sport. Enfin, c'est quoi ton hygiène de vie avec ce taf? C'est compliqué. C'est compliqué comme moi, je t'ai connu, t'étais un grand sportif. T'es allé au foot tous les samedis.
Non, c'est faux. Totalement. Non, je pense que tu m'as connu, j'étais vraiment pas du tout sportif. Non, mais bon. Là, alors, je suis obligé. En fait, moi, je déteste le sport. Ouais. J'arrive pas. Après, tu bouges beaucoup en soi, mais j'arrive pas à être comme ces gens. Et je rêve d'être comme ça, qui font pas de sport pendant 3 jours et qui vont me dire putain, je suis en manque, j'ai besoin de retourner, j'ai besoin de courir et tout. Moi, j'aimerais être cette personne. J'aimerais tellement être cette personne, mais je n'y arrive pas. Je partage ton avis. Je n'ai aucun plaisir à faire du sport. Donc, je me suis inscrit à un truc qui optimise au maximum mon temps. C'est des salles de sport sous électrosimulation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est je sais pas si t'as vu, il y a une chaîne qui s'appelle Body Hit. Donc moi, c'est pas une chaîne, c'est un ancien Body Hit qui s'est transformé. Ouais. Mais en gros, tu enfiles une combinaison qui est un peu. En gros, c'est les nouveaux, tu sais, les nouvelles électrodes. Avant, t'avais ces trucs, tu voyais ça dans le téléshopping, t'avais des sortes de ceintures qui t'envoyaient des décharges pour développer tes abdos. Bah là, c'est la même chose. Hein. Tu enfiles une combinaison intégrale, t'es tout nu sous ta combinaison. Ah ouais. Un peu comme les combinaisons de plongée. Ouais. Tu vois, le truc vraiment stretch qui te colle. Donc ça moule bien, ouais. Ça moule totalement. Ouais. Et en fait, ça t'envoie des décharges pendant toute ta séance qui dure 20 minutes. Et donc, c'est l'équivalent de 4 heures de sport. En gros, en 20 minutes, tu fais l'équivalent de 4 heures de sport. Puisqu'en fait, sur chaque mouvement que tu fais, tes muscles sont ça fait mal contractés. Non, ça fait pas mal. Ça fait... je sais pas comment t'expliquer, mais t'as jamais fait un truc avec ta ceinture là? Non, ça me fait peur. Moi, en fait, ça stimule ça contracte ton muscle. C'est pas dangereux? Bah non, sinon ça n'existerait pas. Ouais. Ça contracte ton muscle en même temps que tu fais ton mouvement, donc en fait ça le décuple. Voilà. Par contre, faut aimer avoir des courbatures. Ah oui, bah forcément si ça fait travailler ton muscle. Et tu trouves que c'est efficace, ça marche bien? Tu fais ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis quelques mois. Efficace, je suis pas sûr, mais au moins je fais un peu de sport. Voilà. C'est marrant comme complément. Non mais c'est vraiment. Tu fais ça chez toi du coup? Purement. Ah non. Non, tu vas dans une. C'est une vraie salle. Oui, non. Il peut pas faire. Il y a une install quand même. Ouais, il y a une installation. C'est très très cher. T'es accompagné. Non, mais j'ai découvert le padel par contre il y a pas longtemps et quoi. Non, mais ça, c'est vraiment le truc maintenant. Ah, mais j'ai adoré. De Parisien, le padel. J'ai adoré. Alors, je l'ai pas découvert à Paris, j'ai découvert à l'île Maurice. Ah bon, d'accord, pardon. Et je sais pas, j'ai adoré, donc je me dis pourquoi pas. C'est bien ça, j'ai énormément transpiré, donc c'est trop bien. je me dis ça peut être pas mal. Non, mais après par contre effectivement j'essaie pas de faire attention. Je me suis bouffé une demi-plaquette de chocolat hier soir avec du praliné au milieu. Je fais n'importe quoi. Tu profites de la catastrophe. Et je sais que ça va me retomber dessus un jour. Pour l'instant, j'ai un très bon métabolisme parce que vu ce que je bouffe, je devrais être énorme. Alors j'ai un peu pris de poids, mais je suis pas énorme. J'ai de la chance. Je comprends pas comment mon corps fait pour. Je sais pas. Je comprends pas. Mais tant mieux. Tant mieux. Peut-être que dans 20 ans, tout va arriver d'un coup. J'ai un peu peur de ça. non, mais après, parce que je vois l'âge. C'est héréditaire avançant. aussi. Tes parents sont pas comme ça, donc c'est normal que. Mon papa est pas. Oui, mais c'est pas non plus. Voilà. C'est quand même. Je dirais pas qu'il est svelte, mais il est normal, quoi. C'est ça que je veux te dire. Ouais. Enfin, ça fait un moment que je l'ai pas vu, ceci dit. Donc c'est peut-être pour ça. Moi, j'ai un bon souvenir en tout cas. Non, mais bon. Donc c'est normal que tu suis. Il faut que je retourne au sport. Je suis inscrit à la salle aussi. Oh, mais ça, bon. J'ai pas foutu les pieds depuis le mois de septembre. Donc tu fous l'argent en l'air encore. Ah ouais, 80 balles par mois. Voilà. C'est cadeau. C'est cadeau. Mais alors qu'on peut faire du sport à la maison. Je l'arrête pas parce que je me dis que je vais y retourner. Ouais, mais à la maison, t'as pas de sauna, de hammam, de piscine. Non, mais ça va. Moi, j'ai un tapis. Je regarde les vidéos de Thibaut InShape. Et voilà. C'est tout. Bah, okay. Et tu te fais des séances de 10 minutes hardcore. Je te jure. Tu sais que. Non, mais tu peux. Non, mais t'as raison. En vrai, et pareil, je me suis inscrit moi, à tellement de salles de sport. Et tu sais très bien qu'au bout d'un moment, ça te gonfle, il faut sortir. Là, t'es chez toi, t'as pas d'excuses. Et tu prends 10-15 minutes par jour. Oui, t'as raison. Et voilà. Et t'as raison. En fait, moi, je me suis dit bêtement, le fait de payer de l'argent tous les mois, ça va t'obliger à y aller parce que tu ne veux pas perdre de l'argent. En fait, le dégoût du sport est plus fort. Ouais, je comprends. Que le fait de ne pas vouloir perdre de l'argent. Le problème de ta technique, c'est qu'il faut avoir en fait une motivation quotidienne que tu t'imposes et que en fait, moi, je l'ai pendant une semaine et après, ça s'évapore très très vite. Que tu disais que tu te lèves à 7h, mais du coup, c'est quoi ton programme de la journée globalement? Alors, globalement, je suis un mec du matin alors.
j'ai fait de la matinale En radio. et j'ai gardé ce rythme de la matinale. Donc tu te lèves tôt, t'aimes bien te lever tôt. J'aime bien me lever tôt parce qu'en fait, je suis beaucoup plus intellectuellement vif le matin. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, vraiment, donc je me lève vers 7h, 7h15. Même le week-end? Et mon week-end, par exemple, je suis incapable de faire une grasse mat. Ah ouais? Moi, ma plus grosse grasse mat, ça va être 9h. Donc tu sors pas en boîte de nuit? Non. Tu sors plus en boîte de nuit? Je ne sors plus en boîte de nuit. Non, mais non, alors non, Ah ouais. je sors pas en boîte. T'es plus en mode soirée, machin? Je suis moins en mode soirée. Effectivement, j'ai gardé ce rythme je suis plutôt un couche-tôt et un lève-tôt. Après, ça m'arrive de sortir, tu vois. Mais même quand je sors, je sais que si je rentre à 3 ou 4 heures du mat, je vais peux pas dormir me jusqu'à lever. 15 heures. Ah non, c'est impossible. Même pas jusqu'à 10 heures. Ah ouais. Ah non, je préfère être T'es fatigué calé. la journée, mais non, je peux pas. J'arrive Ok. pas. Mais Donc ouais, tu te lèves super du tôt. coup, 7h, 7h15. Et on va dire qu'à 8h15, je commence à bosser. De chez toi? Ouais. Ok. Ouais. Tu prépares ce que tu vas faire dans la journée ou sur des contenus qui arrivent? Ouais, je réponds aux mails, je commence à produire ma vidéo du soir, ça dépend, j'ai aucune journée qui se ressemble. Tous les jours? Justement, j'essaie Faire une de... vidéo? Ouais. Ah ouais, putain. Ouais. Ah, c'est quand même hardcore. En Ouais, termes de... ouais. Même Et- le week-end? Ouais. Oh, Le week-end, waouh. souvent, c'est 2. Ah ouais? Oh putain. Le week-end, il y en Ah a là une là, le c'est matin, dingue. il y en a une le soir en général. Ouais. Ah ouais, c'est quand même une pression, hein. Non, alors non, justement. Ah bon? Non, justement, parce que en fait, c'est un objectif, mais c'est pas du tout une règle. C'est-à-dire que parfois, je vais. Si je suis pas dispo, je vais pas publier de vidéo. Enfin, en fait, justement, c'est ça où je te dis qu'il y a eu un changement. J'ai fait ce voyage il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, où je suis parti pendant 3 jours en coupant tout. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce moment-là. En fait, à ce moment-là, j'étais un peu, comme je t'ai dit, beaucoup dans le up and down, parce que d'abord, je m'obligeais à poster tous les jours. Donc j'étais rentré dans une sorte de routine et de usine à produire. C'est-à-dire que voilà, j'avais une routine. Donc le matin, je me levais, j'écrivais mon texte pour la vidéo, je faisais le montage. À 11h, fallait que je commence les sous-titres. À 11h30, je partais pour mon tournage, etc. Et donc, j'étais devenu vraiment une usine. Voilà, il y avait une routine quotidienne qui s'installait et ça me minait un peu le moral. Je suis parti faire cette retraite coupée du monde et j'ai beaucoup discuté avec la fille qui m'a reçu et donc ça m'a un peu remis les idées en place. Depuis ce jour-là, je me mets plus aucune pression. C'est-à-dire que si je ne publie pas, je ne publie pas. Je sais que maintenant, c'est pas parce que je publie pas que les gens vont m'oublier, parce que j'ai atteint un certain nombre d'abonnés et du coup, cette peur très forte que ça s'arrête, elle s'est un peu atténuée, même si je l'ai encore, mais voilà, je sais que ça va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain parce que j'ai pas publié lundi soir, mon Dieu. Donc voilà, donc maintenant en fait, plus de pression. Si je publie, tant mieux. Si je publie pas, tant pis. Il se trouve que ça m'arrive assez peu de ne pas publier. Oui, parce qu'en même temps, t'as du contenu tous les jours. Tu vas tous les Voilà. jours tester des expériences. Mais tu vois, quand je pars à l'île Maurice, oui, il y a 2 jours où je vais pas publier, et puis c'est pas grave en fait. Hein. Les gens, en fait, tu sais, parfois tu penses que les gens attendent ton contenu et sont presque inquiets parce que t'as pas publié, mais en fait, c'est pas du tout C'est le toi cas. qui t'imagines. Exactement. Donc voilà, je redescends et tout va bien. Donc si je publie pas, je m'en fous. Ok, donc t'as quand même, tu t'imposes pas, tu sais ce que tu dois faire tous les jours, mais s'il y a un jour où tu fais pas exactement ce que t'as fait la veille, c'est pas très grave, quoi. Exactement. Ouais. Et le soir, t'arrives quand même à déconnecter, à rentrer chez toi tranquille, te reposer, à profiter un peu de ta vie perso. Ouais. Ouais. Là, pour le coup, moi, le soir, je suis assez tôt off. C'est-à-dire que 18h30, 19h, enfin, ouais, en même temps tôt, tout est relatif. Mais parce qu'en fait, en le disant, je m'aperçois que c'est pas forcément tôt. Non, il y a des gens qui finissent plus tôt. Oui, non, mais effectivement, surtout quand tu commences à 8h. Ouais. Mais oui, non, j'évite de bosser après 19h. Ok, comme ça, tu permets aussi de décrocher Alors, jusqu'au lendemain un petit peu. J'évite de bosser après 19h si je n'ai pas d'événement le soir. Oui. Comme hier soir, j'avais une inauguration, par exemple. Dans ces cas-là, oui, effectivement. Mais est-ce que c'est vraiment bosser, aller à une soirée d'inauguration? En soi, oui, quand même. Oui, si, un minimum. Ah, tu bois des coups, tu manges des trucs. Tu fais pas du contenu? Si, je fais des vidéos. Mais tu vois, par exemple, hier, je suis allé, pour te contextualiser, j'avais une inauguration d'une pizzeria qui s'appelle Pépé, qui est un très grand pizzaiolo qui a plein de pizzerias à Paris et qui a ouvert dans le 15e. Donc je vais à la soirée, je prends un spritz, je mange des pizzas, je fais une photo avec lui, puis en fait j'ai posté une story, juste une photo avec lui pour dire bienvenue dans le 15e. Voilà, donc est-ce que ça c'est vraiment bosser?
Ou est-ce que c'est un truc que les gens aimeraient énormément faire, même sans être rémunérés? Enfin, tu vois. Ouais, bien sûr. Parfois, je me dis aussi. Ouais, c'est pas du boulot, quoi. Oublie pas que t'es invité à plein d'événements, machin, qu'il y a des gens qui rêveraient de faire ça. Donc, c'est une vie de rêve, en fait. Ouais. Mais tu sais, parfois, je croise des créateurs de contenu qui sont blasés et pour qui c'est devenu tellement normal qu'ils se permettent de critiquer des choses qui, moi, me paraissent très indécentes. Voilà, par exemple, quand tu vas à un événement et que tu fais la queue 2 minutes, il y a des créateurs pour qui c'est pas possible. Et j'ai vu des comportements vraiment hallucinants de gens qui se croient tellement importants que voilà, pour eux, il faut leur dérouler le tapis rouge, ou même qui se permettent tu vois, tu vas à un événement, souvent tu repars avec un petit tote bag avec quelques goodies ou des trucs comme ça. Et un mec, une fois, qui repart avec son sac en disant mais c'est de la merde, je vous le laisse, et tu vois qu'il leur jette à la gueule en disant non mais je veux pas de vos merdes, ou un truc comme ça. Et en fait, je me dis toujours mais waouh les gars, n'oubliez pas que vous avez énormément de chance déjà d'être invités à tous ces événements, qu'il y a plein de gens qui rêveraient d'être à votre place. Redescendez un peu sur terre, et rendez-vous compte de la vie que vous avez, de la vie privilégiée que vous avez. Vous gagnez bien votre vie, vous faites un truc que vous aimez. On est très peu à avoir cette chance. C'est un truc que j'oublie jamais, ça. Mais les gens qui se lèvent le matin, qui sont contents d'aller bosser, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Donc, voilà. Relativisons, et surtout, le jour où je deviens comme ça, moi, j'ai toujours dit à mes proches, dites-moi le jour où je deviens un vieux con aigri et un influenceur blasé, vous me faites redescendre tout de suite sur terre. Ça, je pense que ça n'arrivera pas parce que encore une fois, t'es dans ta deuxième vie. C'est pas totalement comme si t'étais jeune, que t'avais explosé. Exactement. Et que tu vrillais. Parce que toi, tu vrilleras pas parce que tu sais d'où tu viens, ouais. Tu sais qu'avant, tu sais que t'as la valeur du travail. En fait, non. Donc, t'as une expérience qui fait qu'aujourd'hui, ça t'arrivera pas. Ça te serait déjà arrivé. À moins que là, demain, tu prennes 10 millions d'abonnés. Mais ça t'est déjà. Même parce que j'ai un petit frère et une petite sœur qui sont tous les deux dans une vie professionnelle normale. Qui ont fait des études compliquées et qui gagnent beaucoup moins bien leur vie que moi, et donc voilà, je sais que toi, je sais que ça t'arrivera pas. Voilà, pardon de te couper, mais parce que t'as la valeur du travail et qu'on t'a toujours éduqué comme ça aussi. Et là où t'as raison, c'est qu'effectivement les gens que j'ai vu avoir ces comportements-là, c'est toujours le même profil, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas eu un travail normal. Ouais. C'est des gens qui ont entre 18 et 20 ans, et en fait qui ont créé leur compte pendant leurs études. Ont commencé à gagner beaucoup d'argent avant même d'avoir terminé leurs études, et qui donc n'ont pas daigné se mettre sur un métier normal, ce que je peux comprendre. C'est-à-dire, quand tu gagnes 10 000 euros par mois sans avoir de patron, et voilà, pourquoi aller te faire un taf alimentaire? Et donc ces gens-là, en fait, ils n'ont pas connu le réel. Ils sont déconnectés de la réalité, et pour eux, c'est normal en fait d'être invités à des soirées de fous, etc. Et peut-être qu'ils n'ont pas un entourage qui les ramène un peu sur terre. Ouais, mais c'est ça. Bon, je pense que la différence majeure, c'est effectivement aussi l'expérience, la conscience professionnelle qui fait que, voilà, toi, je pense pas que ça t'arrivera. Eh oui, je suis parti des vieux, moi. Non, faut si, pas. Si. Ah, si, je te promets. Je le vois dans les soirées, tout ça. Quoi? Parce qu'ils sont pas du tout dans le même délire que toi? Ah non, c'est pas ça, mais c'est que je vois que. C'est beaucoup plus jeune. Quand je dis que je suis né en 86, oui, voilà, mais je me rends compte que. Tu fais pas 45 ans. Non, certes, mais. Plus ça va aller, plus ça va être... Oui, certainement. Surtout si tu fais pas de sport. Voilà, je vais m'acheter un tapis, j'ai regardé tes vidéos de Thibaut Inchep. Ok, voilà. Ok. En plus, c'est gratuit. Enfin, il faut YouTube Premium, sinon il y a des pubs, c'est chiant. Mais voilà, c'est bon, quand même vachement pratique. Alexis, je termine toujours l'émission par une seule et même question. Elle est pas facile, mais j'aime bien la poser en spontané parce que j'ai envie que tu réfléchisses rapidement pour voir quel est le moment qui te vient. On peut faire des blancs? Oui, t'as le droit. Okay. On fait ce qu'on veut ici. Tu vois, moi aussi, je suis libre. Nous sommes un média libre. Voilà, c'est bon. Quel a été, Alexis, le moment le plus fantastique de ta carrière? Oh, waouh! Puisque c'est le nom de mon émission. De ma carrière ou de ma vie? De ta vie, finalement. J'allais dire ta carrière, mais oui, ça peut être un des deux moments où, là, qui te vient spontanément, où tu te dis, ça, c'était fantastique. Oh purée, c'est dur. C'est dur. Ouais, c'est pas facile, je sais.
Mais normalement, t'as une petite pile qui arrive. Et après, il faut sélectionner faut sélectionner. Après, il y a le perso ou le pro. Ça, c'est toi qui choisis. Moi, je te demande un moment fantastique qui t'a marqué à vie. Putain, je sais pas, j'hésite à te répondre en fait. Ton cœur balance. Non, mais parce que je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ou pas. Non, personne n'écoute, il y a que mes parents. Le plus mainstream. Non, mais en fait, en vrai, j'hésite à te dire un truc que j'ai jamais dit et du coup, je sais pas si c'est le bon moment, mais en même temps, je me dis que si les gens viennent écouter ce podcast, qu'ils restent jusqu'au bout, c'est qu'à minimum, ils m'apprécient un tout petit peu. Oui. Et donc, je dirais, en essayant de rester digne, que le moment le plus fantastique de ma vie, c'est sûrement mon mariage. Je sais pas, je le sentais. Je le sentais, ce moment. Parce que c'était pas forcément gagné d'avance. Ouais, c'est vrai. Parce que je suis marié avec un garçon et que je viens d'une famille qui est très classique et qui n'a pas tout de suite accepté ça. Et je me suis marié dans le même endroit où mes parents s'étaient mariés 30 ans plus tôt. Et en ça, je trouve que c'est assez fantastique. Et aujourd'hui, je suis très heureux, ma famille aussi. Et voilà. Donc, et c'était un moment assez fantastique. Mais c'est marrant parce que c'est exactement, je sais pas, un moment que je me suis dit, il va parler de ça. Je me suis dit, parce que, effectivement, pour moi, c'était. Quand tu m'as dit perso, ok, je sais. À moins que je connais quand même un petit peu ta vie. Et c'est pour ça que je me suis dit, sur le perso, forcément, il va me parler de ça. Parce que même moi, j'y étais, du coup. Merci de m'avoir invité, c'est gentil. Ce mariage m'a marqué à vie. Il m'a vraiment marqué à vie parce que j'en avais fait des mariages, mais il y avait quelque chose dans ce mariage de... En plus, voilà, moi, je te connais très, très bien. Jamais je me serais dit, Alexis, un jour, il va se marier. Et donc, ça m'avait vraiment... Bon voilà, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps ce jour-là, mais parce que aussi je suis très fleur bleue. Mais ça me touche beaucoup. Donc pour te dire que ce mariage, il m'a aussi marqué. Donc c'est ça qui est fou. Et je suis content que tu le dises parce que. C'est parce que je parle pas de ma vie privée. Que la seule fois où je l'ai fait, je me suis pris un retour de bâton extrêmement violent sur Insta et que je m'étais promis de plus jamais le faire. Oui, non, mais c'est vrai que. Mais bon, là. Bon, après ça, c'est. Voilà, enfin, je veux dire, que tu sois marié ou pas, c'est pas ça qui va, toi, te changer, en tout cas auprès de l'image des gens. Non, c'est pas que je sois marié, c'est que je sois marié avec un garçon. Oui, en 2026 quand même. Ah oui, non, mais je peux te dire que non. Je sais bien, malheureusement, mais j'ai envie de le redire, on est en 2026. Oui, mais. J'ai posté une fois une photo sur Insta et je me suis pris énormément de messages très désobligeants, des désabonnements même, et donc je m'étais promis de plus jamais le faire. Ouais. Non mais c'est dingue. Et donc voilà. Okay. Après, ça pour moi c'est complètement ok de garder sa vie privée. Après que les gens sachent que tu sois marié. Mais tu me demandes le moment le plus fantastique. C'était ça. Je pouvais pas non plus te raconter des salades. Non mais bien sûr. Et souvent les invités d'ailleurs me parlent d'un moment perso aussi parce que toi t'es un artiste aussi et il y a forcément des choses qui te nourrissent au quotidien et que t'as une sensibilité et donc t'as une vie aussi à côté, donc voilà. Et je suis très heureux que t'aies partagé ce petit moment aussi avec moi, Alexis. Voilà, donc allez le suivre, Alexis, si vous ne le suivez pas déjà, ce qui m'étonnerait. Vous allez sur Instagram, bientôt sur Twitch, vous allez sur YouTube, sur MySpace, sur X. T'as un compte X? Non. Oui, mais non. Twitter, du coup, j'ai l'impression que plus personne va. Enfin, moi, j'y vais juste pour voir les news, les infos. Exactement. T'as tout qui pop assez vite dessus. C'est ça. Mais non, mais c'est Insta, TikTok, Facebook, YouTube, Snapchat. Voilà. Ah oui, Snap, c'est vrai que t'es sur Snap aussi maintenant. Ah, faut que je sais pas si je t'ai. Tu postes un contenu différent, peut-être plus spontané? Non, pas du tout. Tu postes la même chose? Ok, d'accord. Parce que Snap, ceux qui vont sur Snap, je ne comprends rien à Snap. Mais arrête. Rien. Je comprends même pas comment les différentes pages je comprends pas. Oh le boomer. Ah ouais, non, c'est catastrophique. Mais j'ai quand même, je crois, 11 000 abonnés, donc voilà. Il monte encore ses vidéos sur Pineapple Studio. Qui movie. Donc voilà, il va falloir évoluer, Alexis. Vraiment, on va prendre un abonnement, on va faire quelque chose. Bon, merci en tout cas. Merci beaucoup pour ce petit moment avec toi. J'étais très très heureux de pouvoir discuter et puis de raconter ce parcours fantastique. Voilà, donc à très bientôt. Merci Alexis. Merci. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Fantastique. Salut.